Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. C'est dans un contexte assez particulier qu'on se rencontre ce soir. Hein? La saison en soi de la triple menace n'est pas terminée, mais on se rencontre dans un contexte où les finales au basket et dans la LNH sont terminées. Donc on se parle aujourd'hui, puis il n'y a plus de série. Il n'y a plus de saison. Il y a juste l'entre-saison. Mais c'est un drôle de feeling, n'est-ce pas? Ça annonce que la Saint-Jean, ça s'en vient, là. Oh, Oui. Ouais, mais d'ailleurs, les Panthers qui l'avaient gagné, d'ailleurs, leur première du back-à-back à Saint-Jean, me semble. Le match Oui. Je me souviens, j'étais en voyage à ce moment-là. C'est vrai? Je me suis... Tu étais dans les Europes. Yes, la coupe c'était gagné à comme 4-5 heures du matin pour moi. Fait que oui, c'était spécial ça. Tu restais levé pour regarder ça? Non, quand même pas. On avait un horaire, une petite T'as pas fait le classique que moi j'avais fait quand les Raptors étaient en finale. Moi, je me levais aux petites heures du matin dans les Europes pour regarder ça. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du 15 juin de la Triple Menace. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous avez apprécié cette saison de hockey. On va parler un petit peu de cette finale avec Pierre-Olivier Poulain, Félix Forget et moi-même, Emilio Constanza. On va parler bien sûr aussi de ce qui s'est passé au basket, les Knicks qui sont champions et restez à l'affût parce que pour la dernière demi-heure et un peu plus là, de l'émission, on parle avec nul autre que Maxime Trouman, PDG, même si, vous allez comprendre assez vite qu'il n'aime pas le titre de PDG, du site Dans les coulisses, où notre cher Félix écrit occasionnellement sur les nouvelles analyses autour du monde du hockey. Mais surtout que Maxime Trouman est bien impliqué pas dans les négociations, mais il est bien à l'affût de ce qui se passe avec le stade olympique. C'est ces fameuses rénovations dont on n'arrête pas d'entendre parler, j'ai l'impression. Alors, restez à l'affût, belle discussion. Et bien sûr, on parle un petit peu de Coupe du Monde avec lui parce que, ça donne que c'est en ce moment la Coupe du Monde. Puis, on parle aussi un petit peu du Canadien très brièvement parce que, tant qu'à l'avoir, hein, on s'est dit qu'on allait le faire. Alors, messieurs, Coupe du Monde, avez-vous regardé un peu à date? Je pensais pas m'impliquer tant que ça. Au moins pour le début du tournoi, peut-être les phases éliminatoires peut-être, mais je me suis quand même surpris à 15h vendredi de me mettre devant la télé avec Canada, Bosnie-Herzégovine et j'ai écouté les 90 minutes au grand complet. Et une bière? Non, parce que je travaillais. Ah, pas ça. On va pas ça à la job. Non. Tout de même. Tout de même. Félix, toi? Ah, non, man. L'intérêt, il est juste pas. Tant mieux pour tous ceux qui en ont beaucoup. C'est un grand moment, pis tout, mais l'intérêt, il est juste pas, man. Dans le fond, Félix, t'as le même rapport avec la Coupe du Monde que moi avec les Jeux Olympiques, mettons. Ouais, mais moi, l'intérêt est là pour les Jeux Olympiques, c'est la différence. Non, mais c'est ça. Mais moi, tu sais, c'est ça. Moi, on a le même rapport similaire par rapport à... Ouais, tu sais, puis je comprends, c'est un événement vraiment cool, puis tout, mais tu sais, je suis pas un fan de soccer de base, puis je m'improviserai pas fan de soccer pendant un mois, juste parce que c'est la Coupe du Monde, puis tout, puis non, tu sais quoi, peut-être que si l'Italie était là, je serais plus à l'écoute. Oh oui, parce que Félix Forget est un certified Italian boy, là. Exact, Ouais. j'ai des origines, c'est plus fort dans la famille, mais l'intérêt n'y est vraiment pas. Vraiment, puis force à ceux qui l'écoutent, bien content pour vous, mais plus ça sans moi. Je pense que le fait que l'Italie soit là, finalement, ça prouve que la FIFA n'est pas corrompue. Je vais plaider le 5e amendement là-dessus. Ouais, exact. Je suis pas citoyen américain. Pour les biens de la cause, il s'agit d'une blague. D'ailleurs, toutes les équipes qui, pendant le tournoi, mais ils rentrent sur Sirius de Alan Parsons Project, comme si c'était les Bulls des années 90. C'est comme si tu demandais à quelqu'un comme
Ah, c'est quoi les États-Unis pour toi? Ah, Michael Jordan. Mais tu sais, c'était il y a 30 ans, tu sais. Mais bon, que veux-tu? D'ailleurs, Mio et moi, on a googlé aujourd'hui pour savoir à quel point Alan Parsons Project a fait des royalties sur la chanson Sirius à cause des Bulls. Puis, surprisingly, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ben, je veux dire, c'est sûr que ça a amené des écoutes, j'imagine, sur les différentes plateformes. Puis des CD achetés, pour ceux qui se rappellent de ça. Ou même, c'est encore en cassette. Ouh, pop. Mettons 97-98, là, c'était... Ben, les CD sont là, ça, c'est sûr. Ben, on va dire des CD. On va y aller. Mettons, les bons vieux... moi, j'ai connu les CD gravés, là, au moins, là. Hey, tu sais quoi? Je vais faire aucun parti pris, puis je vais dire, ils ont vendu des vinyles. Hein? C'est bon, ça. On l'a. T'es safe. Oui, exact. Je sais que peu importe, il y en a qui étaient là-dessus. OK. On les a mentionnés, les Hurricanes de la Caroline. Messieurs, sont champions de la Coupe Stanley au bout d'une série de 6 matchs contre les Golden Knights de Las Vegas. D'entrée de jeu, je veux dire, ça fait longtemps que les Hurricanes ont cogné à la porte. Ça fait une couple d'années que ils se rendaient en finale de conférence et des sorties assez pitoyables, on va se le dire. Peut-on finalement dire mission réussie? Oui. On peut dire mission réussie pour cette équipe-là, ce noyau-là et tout. Puis, tu sais, ça reste le même noyau qu'on a vu depuis quelques années avec Sébastien Aho, Seth Jarvis, Andrei Svechnikov, Jacob Slavin. Puis, tu sais, on pourrait même mettre Fredrik Andersen dans ce bateau-là, même si, bon, c'est une autre histoire, on y reviendra. Mais, tu sais, ça reste le même noyau que depuis plusieurs années. Et la différence, c'est que cette année, on a vraiment réussi à trouver les bons morceaux pour bien les encadrer. Je pense à K'Andre Miller qui a été une bête dans ces séries-là. Ça, c'est dominant comme run de série pour K'Andre Miller. Nicolas Ehlers, j'ai tellement de respect pour Nicolas Ehlers. Chapeau à la fois ce qu'il avait sauvé Jake Evans. Mais, tu sais, c'est dans la finale de l'Est contre le Canadien, puis la grande finale, Nicolas Ehlers a été dominant. Et capitaine Jordan Staal aussi, il faut en parler, les récipiendaires du Conn Smythe, que je suis pas particulièrement d'accord, mais difficile d'être d'être contre ça considérant sa finale. Écoute, les Hurricanes, on l'a souvent dit, c'est un effort d'équipe. C'est une équipe qui se base sur un système plus que sur des performances individuelles. Et malgré des séries difficiles pour Sébastien Aho et pour le premier trio de cette équipe-là, on a trouvé des moyens de gagner. 16 victoires, 3 défaites seulement. C'est une run spectaculairement dominante. Je pense pas qu'on en parle assez de comment c'est 16-3, tu sais, nonobstant la compétition qui était en face quand on regarde ça, là, mais, man, 16-3. Faut que tu gagnes ces matchs-là. Puis, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, sur la glace, il y a à peu près le même noyau. Tu as parlé des joueurs. Rob Brind'Amour aussi derrière. Oui. Derrière le banc. Mais, au 3e étage, Eric Tulsky, qui est à sa 2e saison avec les Hurricanes, dit, les gars, je veux vous ramener un vendredi soir, me semble, de janvier 2025. Un vendredi soir. Je me souviens où c'est que j'étais à ce moment-là. J'étais au Marquis de Jonquière pour le travail. Quand Hockey Twitter a complètement explosé puis que Mikko Rantanen s'en venait avec les Hurricanes. On s'était dit, bon, OK, c'est la transaction malade que les Hurricanes fait. 6 semaines plus tard, les Hurricanes rééchangeaient Mikko Rantanen à la date limite des transactions pour aller chercher aux Stars de Dallas finalement parce que Dallas le voulait à ce point-là. Et de ce qu'on semblait comprendre, Mikko Rantanen voulait signer une prolongation de contrat à Dallas. Ouais. C'est drôle, hein? Puis je pense que c'est aussi peut-être un petit reality check qu'on a besoin de se faire, nous, les fans de sport et tout ça un peu. Ne jamais juger une transaction tant qu'elle n'est pas complètement déployée. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand Erik Karlsson s'était fait échanger des Sens à San Jose. On pensait que San Jose avait volé complètement les Sénateurs d'Ottawa. Moi, je fais juste dire que Tim Stützle était un membre des Sénateurs à cause de cette transaction-là. Il faut dire aussi que cette deuxième transaction de Mikko Rantanen, qu'on qualifiait déjà de fiasco pour les Hurricanes de la Caroline, donne Logan Stankoven et Taylor Hall. Ouais. 2 des gars du meilleur trio de ces séries éliminatoires-là. Ben, en fait, juste petite correction, Taylor Hall était venu dans la première transaction, c'était un échange de 3 équipes, mais toute la saga Rantanen, on a eu Hall et Stankoven au final. C'est vrai. Fait que pour moi, c'est
Puis Eric Toski arrivait comme un profil un peu, je dirais pas bizarre un peu, mais un peu hors du paradigme, un peu qu'on sortait des directeurs généraux de la Ligue nationale un peu. Gars d'Harvard, qui est un inventeur, qui a plusieurs dizaines de brevets pour de la technologie puis tout ça, arrive comme directeur général des Hurricanes de la Caroline, puis on se dit, c'est qui un peu cet alien-là, un peu? Sans dire qu'on était genre, sans dire qu'on se disait, man, ce gars-là connaît rien au hockey, on était comme, c'est qui ce gars-là? Il me semble qu'il est différent des autres. Mais finalement, il a peut-être fait la transaction qu'il fallait faire pour amener les Hurricanes de la Caroline en finale de la Coupe Stanley. Parce que, faut quand même pas oublier, avant de gagner la Coupe Stanley, les Hurricanes de la Caroline, ça fait 8 ans de suite qu'ils ont gagné au moins une ronde éliminatoire. 8 ans de suite. Ah non, c'est complètement. Ça fait longtemps, puis je pense que cette saison, les acquisitions, tu dis que c'est la deuxième saison en tant que DG, mais je pense qu'il a déjà laissé sa marque, les gars comme Taylor Hall, qui ont été mentionnés, mais aussi quand même réitérer la confiance en Rod Brind'Amour, parce que c'est sûrement on record sur ce podcast-là, puis je vais pas prétendre que moi, personnellement, en tout cas, j'étais un grand Manitou que les Hurricanes allaient l'emporter. Je veux dire, on était à l'unanimité ici à dire qu'il allait se faire sortir par les Canadiens. Hein? Mais sûrement, dans les 3 dernières Coupes Stanley qu'on a faites sur ce programme, je pense qu'il y a au moins une fois que l'un d'entre nous a sûrement mentionné que à quel point est-ce qu'on va continuer à se péter à la face, puis juste de déconcrisser ça, puis de reconstruire. T'sais? Au moins changer d'entraîneur. T'sais, au moins, je suis sûr qu'on a, à un moment donné, puis on n'est pas les seuls. Là. Il y en a sûrement des dizaines de milliers qui ont pensé ça, que Rod Brind'Amour, à un moment donné, ça fait de son temps, puis on pensait un peu que c'est plus le nom qui permet de garder sa job plus que d'autres choses, mais on se rend compte, ce gars-là, un peu comme son rôle qu'il avait eu pour la Coupe Stanley 2006, a instauré une culture, a installé un système de jeu hermétique, structuré, parfait, où que le capitaine, le centre de premier trio, le gardien numéro 1, tout autant que le 13e attaquant ou le 7e défenseur est un élément clé pour réussir. Finalement, on réussit enfin à aller chercher cette coupe qui manquait véritablement aux Hurricanes dans toute cette épopée-là. Absolument, absolument. Puis écoute, écoute, tu parles de ça, là, ça m'a marqué quand je regardais les célébrations de voir que, tu sais, les gars qui étaient pas habillés, tu sais, généralement, tu les vois sortir en soute ou quoi que ce soit, là, pour aller célébrer avec l'équipe. Nicolas Deslauriers, il espérait que Kotkaniemi et tous les autres joueurs qui jouaient pas aujourd'hui sont sortis en uniforme complet pour aller célébrer avec le reste de l'équipe sur la glace. C'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool de voir ça. Puis, tu sais, tu dis, tout le monde, c'est important, tout le monde a un rôle à jouer, puis c'est vrai, puis tu sais, on en a parlé, tu l'as dit sur ce show-là, on en a parlé, Rod Brind'Amour, le gros narratif autour des Hurricanes, et j'en suis coupable, d'ailleurs, j'ai propagé ce narratif-là. On l'est tous ici, à là. un certain point, on l'a tous dit. Le gros narratif, c'est cette équipe-là était 1-16 à ses 4 dernières présences en finale de conférence. Je veux dire, c'était objectivement ça, on se demandait est-ce qu'on a plafonné, puis tu sais, chapeau à Eric Toski, tu l'as dit, pour cette transaction-là, Stankoven, et d'avoir signé d'ailleurs Stankoven et Jackson Blake, l'autre morceau de ce trio-là. Ces deux gars-là vont toucher 11 millions par année combinés pour les 8 prochaines saisons. Souvenez-vous de repenser à la run de série qu'ils viennent de faire. Ces deux gars-là vont coûter 11 millions combinés pour les 8 prochaines saisons. Ça, c'est de la belle petite business quand même. Puis, tu sais, c'est Nicolas Ehlers, K'Andre Miller, puis, écoute, un autre gars dont on n'a pas encore parlé, et il faut en parler, Frédéric Anderson a eu des excellentes séries, mais le gardien qui a mené cette équipe-là à bon port à la fin de la série, c'est Brendan Bossy. Et comment Brendan Bossy a été acquis? Au balotage. C'est encore Eric Toski qui a sorti ça d'un peu nulle part, qui est allé chercher ce gardien-là, qui faisait quelques années qu'on parlait de lui en bien comme étant un bel espoir, mais tu sais, qui quand même vieillissant, avait de la misère à s'établir à Boston derrière Ullmark et Swayman. S'est ramassé en Caroline un peu par hasard parce que les Panthers ont besoin de balloter un gardien et non seulement est devenu un morceau important de cette conquête de la Coupe Stanley en finissant la série, c'est un gardien qui a gagné 32 matchs cette saison sur, je crois, 40. C'est un taux de victoire très, 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 très élevé pour Brendan Bossy, qui est venu sauver un peu l'équipe avec Anderson et Kochetkov blessés, et qui est encore venu sauver l'équipe en grande finale. Sérieusement,
pour tout ce qui a amené à cette équipe-là depuis le début des séries, c'est un des joueurs réclamés au balotage qui a probablement eu le plus grand impact sur la saison de son équipe. Au final, tu sais, on parle beaucoup de Gustav Forsling qui a été un home run pour les Panthers. Puis, avec raison, mais Brendan Bossy, ce qu'il a fait à lui seul dans cette série-là, et cette saison en général, c'est un des très bons coups d'Eric Torski dont il faut parler aussi. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, est-ce que ça se peut aussi que Gustav Forsling est arrivé en Floride des Hurricanes? C'est les Blackhawks ou les Hurricanes, parce que je pense qu'il fait les deux équipes, mais je me souviens pas d'où il vient. Ah, mais oui, des Hurricanes. Il a fait les Checkers de Charlotte avant de partir avec les Panthers. Ouais, ben tu vois, Bossy, c'est le cadeau de retour des Panthers. C'est les Panthers qui l'ont mis au balotage. Exact. Réclamé au balotage, puis échangé de Chicago aux Hurricanes avec Anton Forsberg pour Calvin DeHaan. Vous vous rappelez de Calvin DeHaan et Alexis Sarella? Aïe. Calvin DeHaan, ça c'est... Écoute, throwback 2010, équipe Canada Junior. Là. A été repêché. Même plus que ça, peut-être. Il était repêché au fameux repêchage à Montréal de 2009, celui de John Tavares. Comme quoi le temps fait les choses. D'ailleurs, les gars, c'est ce que moi j'ai laissé dans mes notes. Tu sais que tu t'en viens vieux quand, tu sais. On dit là, le temps fait bien les choses, hein, parce que ça fait 20 ans que les Hurricanes ont remporté leur première/dernière Coupe Stanley. C'était contre cette fameuse équipe des Oilers d'Edmonton. Hein, Pop, c'était la belle époque, mais tu sais quoi, Pop? Je vais embarquer dans le train avec toi. Parce que je me rappelle quand même un petit peu de cette finale-là. J'avais 6 ans dans ce temps-là, puis je me rappelle un peu, très brièvement. Pas grand-chose, je pourrais pas dire que... Tu sais, je pourrais pas dire que Ryan Smith a porté les Oilers sur son dos durant un long parcours éliminatoire, tu sais. De toute façon, les vrais savent que Fernando Pisani was the real GOAT des Oilers cette année-là. Oui. Non, mais quand les Canadiens se sont fait éliminer il y a 12 ans par les Rangers, vous vous rappelez de ça? Ouf. Ouais. Est-ce qu'on veut vraiment... La grosse histoire, c'était que les Rangers se rendent en finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 20 ans. Mais tu sais, c'était les années 90, tu sais, ça fait longtemps, ça. Bon, finalement, maintenant, il y a 20 ans, 2006, je pense que c'est un bon reality check, comme tu as mentionné tantôt, Pop, là, qu'on est rendu vieux. La première année post-lockout, hein, faut aussi se rappeler que le lockout de la Ligue nationale a déjà plus de 20 ans, là. Le lockout de la Ligue nationale est en âge d'être à l'université en ce moment. Moi, je me souviens plus de 2012-2013. C'est que ça va, j'ai comme encore un peu de temps. Ben, il n'y a pas vraiment eu 2012 dans 2012. Ben, c'est ça, tu sais, le lockout de 2012-2013, c'est ça. Ben, la saison 2012-2013, c'est celui-là, je me souviens plus. Mais c'était 2013, parce que ça a commencé le 19 janvier. Ben, tu vois, c'est ça. J'ai encore un peu de temps avant de me rendre là. Mais non, moi aussi, c'est vrai que c'est... Il documente bien dans 24CH. As-tu déjà regardé ça, 24CH? Oui, je m'en souviens. La première saison, là. Quand t'as Michel Terrien qui démolit Subban dans le vestiaire, oui, je me souviens de ça. Et Michel Terrien qui, durant le camp d'entraînement, il crash out parce qu'il veut la rondelle. Il dit « Give me the puck. I want the fucking puck. » Il rate son shootout, puis il y a le tabarnak de calice. Throwback. De la télé comme on pourrait plus en faire aujourd'hui. Exactement. Pop, dans toute cette discussion-là sur les Golden Knights, quel constat peut-on faire? Parce qu'on sait, bon, ils ont eu une saison en dents de scie. En tout cas, ça s'enlignait certainement pas super en fin de saison. Décide avec 8 matchs au calendrier de crisser Bruce Cassidy dehors. Alors, toujours, techniquement, peut toujours parler à personne en ce moment. Et, puis je crois aussi que selon le règlement, Bruce Cassidy aurait le droit. Ça serait au choix de l'équipe, là, fait que ça arrivera pas, là. Mais je pense que au règlement, il aurait le droit d'avoir son nom sur la Coupe Stanley. Ah, mon Dieu. Mais je pense que c'est au choix de l'équipe. Fait que. Pas sûr. Ben, les Hurricanes le mettront pas, là, mais si Vegas avait gagné, ça aurait Ouais, été... non, c'est ça. Mais même si Vegas avait gagné, pas sûr. Ça aurait été drôle. Au moins, regardez, il l'a eu en 2023. Ben oui. C'est ce qui compte. Mais quel constat peut-on faire? Parce que c'est John Tortorella qui, encore une fois, finalement, il n'y a pas 9 vies, ce gars-là, il y en a 12. Il revient avec cette équipe-là. Ouais. Les mène jusqu'à la finale à 2 victoires de la Coupe Stanley, quand même, ce qui est pas rien. Quel constat est-ce qu'on en fait pas? Je
chaque année, là, depuis 4-5 ans, là, je me fais comme une petite liste personnelle de qui est mon joueur découverte des séries de la Coupe Stanley. Il y a 2 ans, c'était. Me semble, il y a 2 ans, je me rappelle, c'était Mason Lohrei, l'année passée, il y a 2 ans avec les Bruins de Boston. Je me souviens plus exactement c'était qui l'année passée. Puis là, cette année, je triche un peu parce que, tu sais, ce gars-là est connu dans la Ligue nationale, tu sais, c'est un vétéran, puis tout ça. Puis, tu sais, il n'y a pas besoin de présentation pour ceux qui suivent un peu minimalement le hockey. Mais ces séries-là m'ont forcé à m'excuser publiquement sur William Karlsson parce que j'étais unfamiliar with this game. Parce que, Mon Dieu. tu sais, oui, John Tortorella, son arrivée, ça a donné le petit boost nécessaire au Golden Knights pour bien finir la saison, arriver en séries éliminatoires et tout ça. Mais cette équipe-là a vraiment pris son élan en deuxième ronde contre les Ducks d'Anaheim quand William Karlsson est arrivé. Parce que, je sais pas si vous savez, là, mais après Jack Eichel, là, la profondeur au centre à Vegas, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Mitch Marner a fini la saison régulière au centre, soit dit en passant. Puis il a joué une bonne partie de la saison au centre. Il a pas joué 2-3 matchs, il a joué une bonne partie de la C'était pas juste à la fin, là. C'était pas juste à la fin, ça a été un bon bout, là. Puis, tu sais, William Karlsson, il y avait tout le temps comme ce gars-là qui marque genre 5-6 buts avec les Blue Jackets, puis il se fait donner au repêchage d'expansion, marque 40 et plus buts avec Vegas. Je suis comme, c'est quoi ça? C'est quoi cette hostie de bullshit-là? Puis finalement, j'ai enfin compris parce que ce gars-là a amené cette attaque à un niveau exceptionnel pour amener cette équipe-là. Tu sais, lui, avec Brett Howden puis Mitch Marner, ça a été le trio incommensurable pour les Golden Knights de Vegas. Puis, tu sais, il y a plusieurs qui verraient Brandon bosser son arrivée dans la série, être le point tournant de cette finale-là, mais tu sais, je pense que ceux qui regardaient Vegas, on pouvait se dire, je sais pas comment qu'on va réussir quand William Karlsson s'est blessé puis qu'il a dû manquer finalement les 2 derniers matchs de cette série-là. Puis on regardait ça puis c'était comme, je pense, un peu comme Montréal, un peu. Les 2 derniers matchs, on pouvait se dire, ça commence à être un peu une petite agonie. Là. Ben, je pense qu'on était rendu là un petit peu du côté de Vegas. Là. Oui, absolument. Puis tu sais, on l'a vu, moi, quand Karlsson s'est blessé, puis t'as vu l'entraîneur, le thérapeute, peu importe, le médecin qui est venu dire à Tortorella ce qui se passait avec Karlsson, puis tu l'as vu dans le non-verbal de Tortorella que c'était un coup très, 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 très dur. Tu sais, que c'était une blessure très sérieuse, puis que, tu sais, Tortorella, c'est comme, fuck, man, je sais pas si j'ai des solutions pour ça. Tu sais, puis oui, c'est vrai que c'est un gars qui a changé vraiment la donne. Puis tu sais, même les 2 derniers matchs, on a un peu moins vu Mitch Marner. Là, les mauvaises langues vont dire que Mitch Marner se retrouve à jouer des matchs 5 et 6 contre une équipe de l'Est, puis soudainement, il n'y a pas de points. Ce qui est drôle, ça me fait rire. Mais, tu sais, c'est vrai que perdre Karlsson, perdre ton joueur de centre, c'est pas facile. Howden aussi, qui est devenu beaucoup plus effacé après ça. Tu sais, je pense qu'à Vegas, on a été chanceux que tout tombe bien puis qu'on trouve notre rythme rapidement, mais perdre Karlsson, je pense qu'on tenait peut-être à pas grand chose non plus. T'sais, on était peut-être à 1 ou 2 blessures, que le château de cartes s'écroule, puis je pense que c'est ça, quand Karlsson s'est blessé, le château de cartes, on a livré une bonne opposition aux Hurricanes. C'est la seule équipe qui a gagné plus d'un match dans sa série contre les Hurricanes cette année, mais je pense qu'on a juste manqué de gaz quand Karlsson s'est blessé, et j'ai hâte de voir la liste des blessures chez Vegas, de Vegas, parce que tu parles de comme quoi c'est mince derrière Jack Eichel. Jack Eichel a une finale vraiment, vraiment ordinaire. J'ai aucun très bon match de Jack Eichel en tête dans cette finale-là. D'ailleurs, il en a manqué une bonne tantôt là, de mettre les siens au tableau. Là. Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que tu peux dire ça une fois par match de Jack Eichel dans cette série-là. Tu sais, t'es le centre numéro 1 de ton équipe avec les meilleurs joueurs de centre. Dans la catégorie serpent mordu, là, il était haut dans cette catégorie-là, dans cette finale-là. Là. Mais tu sais, même, tu peux être serpent mordu, puis serpent mordu, ça reste en passant. Tu sais, dans la catégorie serpent mordu, là, tu peux l'être, mais quand t'es Jack Eichel, premier centre, tu sais, que t'as autant de talent, puis tout, trouve d'autres façons. Tu sais, si toi, tu marques pas, ben, arrange-toi pour que les gars autour de toi marquent, puis on l'a pas fait. Moi, j'ai été déçu, vraiment. J'adore Jack Eichel, je suis un gros fan de Jack Eichel, mais j'ai été vraiment déçu par sa finale. Puis ça amène à poser la question ultime. Si t'es Vegas et ou si t'es John Tortorella, est-ce qu'on continue le partenariat cet automne? Ben oui, parce que c'est ça ma prochaine question. Tu sais, es-tu capable de rattraper
comme on dit, le lightning in a bottle, es-tu capable de rattraper cette magie-là la saison prochaine dès jour 1 puis d'implanter un système finalement qui va fonctionner? Excuse Félix, mais tu avais mentionné la semaine dernière comme quoi Tortorella, ou il y a 2 semaines, tu connu plus relance, les équipes. Ouais. Est-ce qu'on est capable d'implémenter un système avec Tortorella dès l'année prochaine? Écoute, tu sais, peut-être qu'on va se dire, ça a tellement été un beau parcours, on va réessayer. Puis je pense que Tortorella, tu sais, Jack Eichel, Mitch Marner sont tellement des gars responsables sur 200 pieds. Puis William Karlsson, si j'ajouterais là-dedans. Là. Tu sais, il y a tellement de gars responsables sur 200 pieds dans cette équipe-là que si tu demandes à Tortorella, veux-tu coacher cette équipe-là l'an prochain, je pense qu'il va dire oui. Mais tu sais, il faut rappeler que quand ça a été annoncé, cette embauche-là, c'était assez clair. C'est Tortorella qui a dit, moi, je finis l'année, je fais la run de série, puis après ça, je m'en vais. Tu sais, c'était clair. Il l'a réitéré au début de la finale. Il dit, moi, quand je suis venu ici, c'était assez clair. Je finis cette run de série puis that's it. Là, on sait que la victoire peut changer bien les choses. Puis, s'il n'y a pas eu la grande victoire, il y a eu bien des petites victoires en chemin. Peut-être que de s'être rendu au match 6 de la finale de la Coupe, même malgré la défaite, est-ce que ça va un peu lui redonner la piqûre, lui donner envie de faire une saison complète? Peut-être qu'on va se dire pour 1 an, puis après ça on réévalue, mais je suis curieux de voir parce qu'il y a d'autres noms aussi qui circulent à Vegas déjà un peu là. Si je me trompe pas, c'est l'entraîneur-chef du club école qu'on souhaite possiblement promouvoir. C'est un nom qui est circulé. J'ai hâte de voir, ça va être très intéressant. Puis tu sais, peut-être que c'est eux qui vont finir avec Mike Babcock, qui vont appeler Babcock, qui vont faire bagarre, on va vous sauver de vous-même les Oilers. Puis celui-là est plus une blague qu'autre chose là. Mais tu sais, c'est vrai que ça va être extrêmement intéressant parce que c'est rare que tu vois une équipe qui se rend en finale de la Coupe Stanley, même au match 6 de cette finale-là, et que la situation d'entraîneur-chef pour l'an prochain est aussi nébuleuse. Ben oui. D'ailleurs, fait un bout qu'on n'a pas entendu parler de Babcock. Hein? Ça fait une semaine qu'on se dit que c'est supposé être canné. Tu penses quoi avec l'association des joueurs et leur espèce de référendum, là? Ouais, mais c'est ça. Là, on est rendu à l'étape de l'enquête. Puis écoute, il y a des rumeurs qui commencent à sortir que la raison pourquoi il est vraiment, du moins qu'il aurait démissionné, entre guillemets, de Columbus, c'est pas pour les raisons qu'on pense. Bon. Fait que c'est de là qu'on va voir là-dessus. Mais moi, je pense il y a une dernière question aussi qu'on peut se poser après cette finale-là. Mm-hmm. Est-ce que, après une Coupe Stanley et un trophée Conn Smythe, est-ce que Jordan Staal décide, moi, je quitte avec la meilleure fin possible, puis que c'est terminé pour moi, même s'il reste encore une année de contrat. Oui. Il n'y a pas d'autre manière. Tu sais, je sais pas. Est-ce que les Hurricanes peuvent faire back-à-back? Oui, puis tu sais, c'est souvent ça avec des équipes championnes. T'sais. Surtout dans cette décennie-là. On a déjà 2 back-à-back juste dans cette décennie en ce moment. Est-ce que tu te laisses tenter par une deuxième coupe coup sur coup? Je sais pas. Moi, je pense... Je vais être de cette opinion-là. Regarde. C'est pas juste la coupe que tu gagnes. Tu l'as dit, c'est le Conn Smythe. C'est comme la consécration ultime. Tu t'as retrouvé non seulement champion, mais un Conn Smythe en plus, ça vaut bien cher. Puis de pouvoir dire, tu sais quoi, c'est fini. Rod Brind'Amour, c'était pas justement ça aussi. C'était ici. Oui, effectivement, il avait pris sa retraite avec un. Pas de Conn Smythe, par exemple, mais une Coupe Stanley aussi. Ouais. Non, c'était Cam Ward qui avait gagné le Conn Smythe. Oh mon Dieu, Cam Ward. Là, corps arrière des Titans, d'ailleurs. Absolument. Oui, mon carrière numéro 1. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant pour Jordan Staal. Écoute, venant de mon feeling à chaud, j'ai l'impression qu'il va revenir faire sa dernière saison. T'sais, il va avoir 38 ans, ça va être tout. Mais en même temps, est-ce que je le blâmerais de prendre sa retraite quand il est au sommet du monde du hockey en ce moment? Absolument pas. Je pense que les Hurricanes ont un capitaine tout désigné qui s'en vient avec Sébastien Aho. Quoi que ça pourrait être Jacob Slavin aussi, je serais pas surpris. Mais je pense que comme la succession est déjà assurée, je pense que si Jordan Staal veut prendre sa retraite, les Hurricanes vont quand même être en de bonnes mains. C'est un gros morceau, on l'a vu dans cette finale-là, il a été vraiment bon. 6 buts à ses 5 premiers matchs, 6 buts en 6 matchs au total. Une excellente finale. Mais non, mais pas, je pensais que tu allais m'envoyer sur une autre question, moi, parce que tu me parles d'une Coupe Stanley et d'un honneur individuel. Écoute, mine de rien, non. Taylor Hall, en ce moment, a une Coupe Stanley et a gagné un trophée Hart il y a quelques années de ça. Habituellement, ceux qui ont une Coupe Stanley et un trophée Hart, ça finit au temple de la renommée, cette histoire-là. Et le pire, c'est qu'on parlait de Jordan Staal il y a à peu près 2 minutes, là, puis je me demandais la question. Non, Est-ce que Jordan Staal va aller au temple? J'ai envie de dire que non, Jordan Staal va pas aller au temple. Non, je pense que le Hall of... Mais pas very good. The Hall of
pretty good. Pretty good. All of pretty good. Pas very, All mais of pretty good. Mais je pense Taylor Hall aussi, là. Tu sais, je suis pas sûr. Ah, tu sais, Taylor Hall, après son MVP, là, ça s'est calmé, là. Ouais, je sais. Ouais, mais... ah oui, ah oui. Ouais, non, mais. C'est pas un gars qui a vendu du rêve. Ça va être je veux dire. intéressant. Tu sais, Tu sais, Pop, cette finale a servi de rappel pour dire comme, hey, Taylor Hall joue encore. oui, Taylor Hall joue encore. Premier choix au total, un MVP, champion de la Coupe Stanley. Et legit, t'aurais pu sortir un argument peut-être un peu étiré, mais t'aurais peut-être pu sortir un argument pour le Conn Smythe aussi pour Taylor Hall. Ouais, parce qu'il y a des super belles séries. En passant, si j'avais eu un vote, j'aurais voté pour Marner, Conn Smythe, là, juste, même malgré la défaite. On en a parlé la semaine passée, je pense que c'était encore lui qui le méritait, parce que c'est Jordan Stahl, c'est l'MVP de la finale, mais le Conn Smythe, c'est l'MVP des séries. Je pense que Marner est encore le MVP de ça, là. Mais, tu sais, Taylor Hall, si tu le dis, Pop, c'était pas un passager dans cette équipe-là, c'était un gros morceau des succès. On parlait de Stankoven, Blake, Hall était l'autre morceau de ce trio-là. Écoute, je pense pas qu'il rentre au terme de la renommée. Juste qu'habituellement, quand t'as le trophée du meilleur joueur individuel puis le trophée d'équipe par excellence, tu sais, c'est une bonne les gars. Le reste, c'est des side quests. Après ça, c'est des petites quêtes annexes que tu fais pour ton bon plaisir. C'est vrai. Mais après ça, je me demande, tu sais, la place de Jordan Stahl dans le lore des Hurricanes. Écoute, s'il devait finir maintenant, là, tu sais, sa place dans le lore est centrée pour l'éternité. Là. Ben oui. D'ailleurs, j'ai fait la recherche aujourd'hui, puis on passera au basketball après ça. J'ai fait la recherche tantôt. Est-ce que vous vous souvenez ce que les Hurricanes de la Caroline ont donné aux Penguins de Pittsburgh dans l'échange Jordan Stahl? C'est-tu genre Matt Niskanen? Non. Ah, je sais, je l'ai vu cette semaine. Oli Jokinen? Non plus. Non, c'était pas... voyons. OK, moi j'ai la liste ici. Il y avait eu 2 joueurs et un choix de première ronde. Ah, je l'ai vu cette semaine, ça me revient pas, ça me fait chier ça. Fait que ça, c'était quoi, 2010? 2012. Moi aussi, j'ai été surpris. Moi, je pensais que c'était genre... Après le back-à-back Détroit Penguins, moi, je pensais que c'était terminé pour Jordan Stahl, mais finalement, non. Ça finit en 2012. Le choix de premier tour, ce qui s'avérait être Kasperi Kapanen, non, parce qu'il était drafté par Non, Toronto. on est encore un peu trop tôt. Kapanen, c'est 2014, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, fait que 2012. Puis le choix était en 2012? Le choix était en 2012. Man, c'était-tu genre... c'est pas son nom, Schmaltz, le défenseur? Non. Non, c'est pas Nick Schmaltz. C'est Jordan League, c'est l'attaquant. Oui, mais... mais la transaction effectuée le 22 juin 2012, donc peut-être à 1 ou 2 journées près, là, si c'est pas le cas, là, à la fin que moi je finissais le secondaire, sur dit en passant. Les Hurricanes de la Caroline envoyaient Brennan Sutter et Brian Dumoulin, ainsi qu'un choix de première ronde en 2012, qui était devenu quand même le 8e choix au total en 2012. Il a été étudié pour qui, finalement? Quoi? C'était qui le joueur qui était prêt avec ce choix-là? Derek Pouliot. Oh! Ça, là, pour moi, là, quand je commençais vraiment à suivre un petit peu plus les repêchages puis l'espoir, là, tu sais, on a toute une liste de gars qu'on était convaincus qu'ils allaient devenir une star dans la Ligue nationale, là, puis ça a vraiment pan out, là. Derek Pouliot, c'est dans ma liste. Puis-je vous recommander d'ailleurs, je suis en train de compléter la lecture de Histoire de repêchage de Mathias Brunet, puis c'est même pas commandité rien, mais Christy de bonne lecture. Puis il mentionnait d'ailleurs, on parlait de joueurs qu'on pensait que, et tout un bon chapitre sur le repêchage de 2005, puis Benoît Pouliot. Légende du Canadien qui est devenu une légende du Canadien. Il est revenu à Montréal, ils ont fait le même coup qu'avec Denis Savard en 93. Pas gagné. Un peu moins spectaculaire, maintenant. Ouais. Je m'en sais pas dessus. Mais bon, c'est cette finale, puis ce Conn Smythe pour Jordan Stahl, c'est l'éternel débat. Est-ce qu'on récompense la finale ou est-ce qu'on récompense l'entièreté des séries éliminatoires? Il y en a un, en tout cas, dans la ville qui ne dort jamais, qui se l'est mérité hier soir, samedi soir. Jalen Brunson, mesdames et messieurs, et les Knicks de New York sont champions de la NBA. Oh, c'est dit. Oh, man. Imagine dire cette phrase. Hey. Même genre juste le mois passé. Pour moi, dire que les Knicks de New York sont champions de la NBA. Jamais j'aurais cru ça. Hey, pense-y donc, là.
Tu sais, mettons, depuis qu'on suit le basketball, mettons 2014 environ chacun, 2013 à peu près, parce que moi, personnellement, là, man, les Knicks, c'était Carmelo Anthony et compagnie, mais après ça, la fin de l'ère Carmelo Anthony, d'aller ramasser Derrick Rose un moment donné, un Tyson Chandler fini. Après ça, man, c'est quoi ces autres équipes? Joakim Noah. Joakim Noah qui était là un moment donné. Tu repêches Frank Ntilikina. Tu penses que tu as quelque chose avec Kristaps Porzingis. Dennis Smith Jr. qui s'en vient, qui donne une certaine lueur d'espoir. Mais finalement... Ah non, c'est vrai, c'était après à New York que ça a commencé. Oui, Kevin Knox, c'est Kevin Knox entre-temps, par exemple. Et Kevin Knox, c'est le sous de Fortnite. Et puis, après ça, on fait de la place pour LeBron James. Il voulait pas. On fait de la place pour Kevin Durant. Il voulait pas. Nope. Vous vous rappelez le repêchage de 2019? Oui. Les Knicks n'ont pas obtenu le premier choix pour Zion Williamson. On s'est dit, Ils n'ont même pas eu le deuxième non plus, hein. Comment est-ce que ces gars-là vont s'en sortir? Puis finalement, ils se sont pas trop bien sortis parce que le troisième choix qui s'est avéré être RJ Barrett a été finalement utilisé dans une transaction pour obtenir OG Anunoby, qui a été, mon Dieu, excellent. Qui fait mal à dire, mais ce gars-là va être rappelé comme un Nick pour le restant de sa carrière. Absolument. Ce gars-là va être rappelé comme Nick et pas comme Raptor. Et finalement, dans l'entre-saison 2022, on apprend les Knicks ont donné un petit contrat de 55 millions de dollars en affaire de même à un petit kid chubby qui joue shooting guard, dont le père a joué avec les Knicks et sur le staff, qui a été le Robin du Batman qui est Luka Doncic. Un natif de New York quand même, mais encore avec des croûtes à manger et certainement des gens à qui prouver qu'il pouvait être un joueur de qualité. Mon Dieu, messieurs, ce que Jalen Brunson a redéfini ce que c'est que d'être un underdog. Hey man, ce qui a sauvé les Knicks, là, que on parle de tous ces échecs-là, là, ce qui a sauvé les Knicks au final, là, c'est d'avoir donné les clés de cette équipe-là à Jalen Brunson. Parce que non seulement on est allé chercher Jalen Brunson, on l'entourait avec tous ses boys du collégial. Josh Hart, Dante DiVincenzo qui est parti depuis, Mikal Bridges, sont tous venus. On est allé chercher des gars pour bien l'entourer. On est allé chercher OG Anunoby. On est allé chercher Karl Anthony Towns. On va en reparler de Karl Anthony Towns. On a gardé Mitchell Robinson qui est un super bon fit avec lui. On a construit une super bonne équipe autour de Jalen Brunson parce qu'on croyait en ce gars-là comme option numéro 1, qui était pris comme option numéro 2 à Dallas derrière Luka Doncic. Et écoute, c'est fou à dire, mais en ce moment, Jalen Brunson est un champion de la NBA. Luka Doncic n'est pas un champion. C'est fou pareil, là, c'est complètement fou. Puis Jalen Brunson ne l'a pas fait en tant que passager, il l'a fait en tant qu'option numéro 1 d'une équipe. On parle souvent comme quoi c'est ce genre de freak de la nature, là, que ce soit Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Wembanyama. Ces freaks, ces athlètes-là qui sont des spécimens, là, ben, Jalen Brunson, c'est un petit point de garde. C'est un petit point de garde qui a été l'option numéro 1 de l'équipe de champion. Bien entouré, il y a une super bonne équipe autour de lui. Mais Jalen Brunson, ça reste quand même bien un petit point de garde qui a mené son équipe à un championnat. Puis c'est pas juste ça, puis tu sais... Moi, ça fait capoter à dire, là, surtout, là, tu sais, quand on parle, tu sais, Jalen Brunson a réussi ce que Patrick Ewing a jamais réalisé. Ouais. Avez-vous hier à Inside the NBA, la discussion, c'était avec Jalen Brunson, était avec son père, il était sur le panel, puis Rick Brunson, le père de Jalen, dit, tu sais, juste avec clair quand même si Jalen vient d'amener un championnat à New York, ça reste quand même Patrick Ewing, le meilleur Nick de l'histoire, puis Kenny Smith le regarde, sérieusement, c'est débattable. Puis, écoute, il y a du monde en ce moment, puis même juste avant la signature la fameuse prolongation de contrat qui a permis justement ce championnat-là du côté des Knicks, il y a du monde qui disait déjà donner une statue à Jalen Brunson. Là. Tu sais, ce gars-là, il a laissé 100 millions à à un moment donné au Madison Square Garden. Là. Ouais, si Jalen Brunson ne laisse pas 100 millions de dollars sur la table, on n'a pas Karl Anthony Towns qui a été un morceau intégral de ses succès en série. C'est aussi simple que ça. Jalen Brunson a pris sur lui, a laissé 100 millions de dollars sur la table, et là, je suis curieux de voir est-ce qu'il y en a d'autres qui vont faire ça. Parce que, écoute, Brunson ou, avec les Knicks. Ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va voir ce que Jalen Brunson a fait et faire, hey, tu sais quoi? Peut-être
peut-être que je vais en laisser un peu, moi aussi, tu sais, juste, au lieu de signer le Supermax comme je pourrais, puis tout, puis, tu sais, Brunson, c'est un cas particulier parce que le fait d'être le visage de la concession des Knicks fait en sorte que, veut pas, tu vas toujours avoir plus de revenus publicitaires, puis tout, puis, veut pas, il y a quand même un, tu sais, parce qu'en ce moment, Jalen Brunson va pas refaire son 100 millions de dollars en commandite. Le gars est le king de New York en ce moment-là. C'est ce que Jalen Brunson veut, Jalen Brunson obtient, ok? Fait que, ça, c'est pas du tout un problème, mais je suis curieux de voir un nom que, tu sais, on parle du gros marché de New York, là. Luka Doncic est bientôt éligible à signer un prochain contrat. Est-ce que Luka Doncic va se dire, man, mais l'affaire, c'est que les Lakers ont gagné plus récemment. On parle des Lakers quand même. Ça serait pas pareil, mais, tu sais, est-ce que Luka Doncic va se dire, hey, man, Brunson a laissé de l'argent à table, ça a marché. Peut-être que moi aussi j'en laisse un petit peu, ça me permet d'acheter une deuxième option qui a de l'allure. Tu sais, je suis curieux de voir ce que ça va faire, ça va faire les petits. C'est quoi, il y a pas un rapport qui sort de Los Angeles comme quoi LeBron James voudrait un autre contrat max? Écoute, on n'est pas rendu là, mais c'est clair que les agents et l'association des joueurs de la NBA voient Jalen Brunson et ils se disent tabarnak. Il y en a qui triperont pas là, dans les sphères de la NBA. Il y en a qui triperont pas en tout de voir Jalen Brunson gagner un championnat comme ça. Absolument pas. Absolument pas. Puis c'est... Écoute, tu parles des Knicks, là. Il y en a un autre qui est dû pour un nouveau contrat bientôt, Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns fait du très très gros argent. Peut-être que lui aussi, il va se dire, gars, man, ça va tellement bien ici, là. On est tellement sur une bonne run. C'en est un d'ailleurs qu'on a cassé un peu de sucre sur son dos. Et jamais une seule fois. Sais, mais j'aime les apporter parce que ce sont des références basket qu'on aime en jaser, mais les boys d'Alioup, on est une bonne gang à avoir cassé du sucre sur le dos de Karl Anthony Towns. De se moquer de lui, de son temps au Minnesota, la fameuse vidéo qu'il salue la foule en braillant. Ah, man, Karl Anthony Towns est un champion, puis on pourra jamais me l'enlever. On pourra jamais m'enlever ce moment-là. Mais Félix Pop, je veux vous ramener à un événement 2018, automne 2018, quand l'entraînement de la NBA, Jimmy Butler est avec les Timberwolves du Minnesota, s'apprêtait à embarquer une deuxième saison complète avec les Timberwolves. Après, une première année correcte avec ce nouveau groupe qu'on a tenté de construire. Et finalement, on apprend un peu de nulle part qu'il a demandé un échange. OK. Mais en plus de ça, on apprend que, mon Dieu, il a pogné du beef avec tout le monde et il a pris une équipe des third stringers, fait que des gars bien loin en sortie de banc durant un entraînement, a pogné après ça de l'autre côté Andrew Wiggins, peu importe qui était là, Jeff Teague, Karl Anthony Towns, tout ça, vous autres ensemble, et ils les avaient battus. Puis je me rappelle dans ce temps-là, quand c'est sorti, on est comme wow. Tu sais, toute équipe voudrait avoir un gars comme Jimmy Butler, tu sais. Un gars qui a cette non, moi c'est pas ça qui est sorti. En tout cas, c'est pas ça qui est sorti de ma mais, bouche, à ce moment-là. Ben regarde Félix, tu peux danser parce qu'aujourd'hui les boys, on se jase puis Andrew Wiggins avec les Warriors en 2022 et aujourd'hui Karl Anthony Towns en 2026 avec les Knicks sont des champions de la NBA avant Jimmy Butler. Ah, man. Écoute, Jimmy Butler qui avait dit « Vous ne pouvez pas gagner sans moi ». Écoute, Jimmy, je sais à dire que les deux gars, ils ont pas mal réussi à gagner sans toi, là. Puis, écoute, man, moi, pour elle, c'est vraiment venu me chercher Towns. C'est un de mes joueurs préférés ever. Puis, tu sais, ce gars-là a eu tellement d'adversité, là. Tu sais, que toute la période pendant la COVID, il était tellement proche de sa mère. Sa mère est décédée. Puis, tu sais, tout ça, ce gars-là a vécu tellement d'épreuves. Puis la transaction qu'il a envoyée à New York, ça a quand même été difficile pour lui parce qu'on savait vraiment impliqué dans la communauté au Minnesota. Puis il était vraiment fier d'être membre des Timberwolves. Puis c'est venu le chercher un peu, puis ça l'a affecté. Mais, man, ce gars-là, talent pur, c'est un des plus beaux talents de la ligue. Je veux dire, ce gars-là est un centre qui fait tout sur un terrain. C'est du 3 points, un centre qui tire du 3 points, puis qui est bon, tu sais, qui est... Ce gars-là, en talent peu, il n'y en a pas beaucoup des plus talentueux que lui. Sa carrière a peut-être pas été exactement celle qu'on pensait. T'sais, en début de carrière, on se demandait est-ce que ce gars-là va être le prochain grand de tous les temps. C'est pas exactement devenu ça, mais Karl Anthony Towns a été... il avait besoin de ça dans sa carrière. Ça aurait été triste qu'on vive dans un monde où est-ce que Karl Anthony Towns n'est jamais un champion, puis
tout comme bien des gens au Minnesota avant lui, on parlait de Wiggins, on parlait de Towns, Kevin Love, Kevin Garnett, tous les grands des Timberwolves classiques vont finir par gagner leur championnat ailleurs. J'ai déjà hâte de voir où est-ce qu'Anthony Edwards va finir par gagner son championnat dans 5 ans. Mais d'ailleurs aussi, c'est preuve que Karl Anthony Towns était vraiment investi avec le Minnesota. Une des premières personnes qui a salué après sa conquête du titre, c'est Anthony Edwards, c'est Charlotte Anthony Edwards, puis c'est son frère, puis tout. Hier, il l'a appelé en FaceTime tout de suite après la conquête. Écoute, ce gars-là est encore adoré au Minnesota, puis je pense que, tu sais, oui, à New York, on a appris à l'aimer, on a appris à vraiment beaucoup l'aimer, mais il y a quand même... Le Minnesota a célébré hier. C'est cette conquête-là, les Knicks. Puis ça me rappelle, si on fait aussi un parallèle au hockey, c'est un peu comme Winnipeg qui célèbre Nicolas Ehlers. Tu sais, c'est un peu... c'est un peu le collage, là, câlisse. Je m'en fous. Nicolas. Deal with it. Nicolas. Ehlers. Mais hey, puis... Excuse pas, vas-y. Ben, ce que j'allais dire, c'est que... Puis, on a rendu crédit aux Hurricanes tantôt, mais je pense qu'il faut aussi rendre crédit. On ne se rend pas compte à quel point cette run des Knicks a été aussi dominante, puis je dirais même plus dominante que les Hurricanes ont fait. C'est surréal. Incroyable ce que les Knicks ont fait. En ce moment, là, les Knicks de New York ont le plus gros différentiel de points en une seule run des séries éliminatoires avec plus 280. Ça bat ce que les Spurs ont fait. Tu sais, Tim Duncan, Kawhi Leonard, 17-18, les Warriors, tu sais, toutes ces équipes-là, les Knicks, 16-3, plus 280 différentiels. Faut pas oublier une chose aussi, là. Les Knicks sont devenus la 3e équipe durant cette finale-là à être l'équipe underdog et à remporter les 2 premiers matchs de la série sur la route. Il y avait juste 2 équipes dans l'histoire de la NBA qui avaient fait ça, juste avant. C'est fou. Est loin l'époque quand même où est-ce que CJ McCollum leur donnait la business en première ronde. Hein? Ouais. Et doit-on ajouter... C'est quoi le pire? J'ai regardé tantôt. Prenez les 3 défaites des Knicks durant cette série éliminatoire. C'est quoi leur différentiel au total? C'est genre moins 6, genre c'est quelque chose de ridicule. Moins 5. C'est ça. Il avait perdu les 2 matchs contre les Hawks par 1 point. Doit-on ajouter aussi que les Knicks, dans chacun de ces 5 matchs-là qui se sont joués contre les Spurs, les 5 fois, ils ont été menés par plus de 10 points. Dont le fameux match 4 qui a pas mal scellé l'issue de la chose. Hein. Mais puis tu sais, même Victor Wembanyama, il y a eu le discours après. Comme... On a dominé, tu sais. Oui, mais t'as pas closé. Puis c'est pour ça que la résilience des Knicks a eu le dessus. Les Knicks de New York, en fait, les Spurs de San Antonio ont mené la série pendant 76% du temps et ont perdu en 5. Ouais. C'est pas juste perdre en 7 un match billard Lennard. T'as perdu en 5 alors que plus du 3/4 du temps, tu menais au tableau. C'est fou, là. Puis ça fait juste pousser la question. Est-ce que les Knicks étaient forts? Oui. Mais est-ce que les Spurs ont été leur pire ennemi à cause de leur inexpérience? Oh, mon Dieu! Deuxième plus jeune équipe de l'histoire quand même à se rendre en finale de la NBA, là. Ouais. Écoute, je rebondis un peu là-dessus parce que c'est justement le point que je voulais amener, là. Moi, s'il y a un gars dans toute cette finale-là qui m'a vraiment déçu puis que j'ai vraiment des sérieux doutes sur lui, là, Mitch Johnson, c'est épouvantable. Épouvantable. Tu sais, le fameux mime, là, les lumières étaient trop... Les lumières étaient trop fortes. Les lumières étaient trop fortes, puis... Tu sais, man, c'est quasiment se demander est-ce qu'une éventuelle dynastie des Spurs peut commencer tant et aussi longtemps que Mitch Johnson est là. Tu sais, il y a tout le temps le gars que la dynastie commence après toi, là. Ben, pour les Spurs, c'est peut-être Mitch Johnson. C'est le nombre de fois qu'on a senti ce gars-là complètement dépassé par les événements. Tu sais, qu'on l'a vu en fin de match, justement, il était épouvantable. Puis, écoute, moi, ça, je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Devin Vassell, après le match hier, a parlé de la saison de Dylan Harper. Et il s'est mis à raconter que Dylan Harper était fâché à propos de son temps de jeu puis de la façon qu'il était utilisé, en disant que tout le monde savait qu'il était talentueux, mais, tu sais, Dylan Harper était pas content, puis il voulait être utilisé davantage, puis il a step up quand on a eu besoin de lui. Bon, pas pour les lancers francs hier, mais ça, c'est une autre histoire. Puis,
tu sais, je blâmerais pas Mitch Johnson de ne pas avoir donné les clés de l'équipe à une recrue, surtout quand t'as Victor Wembanyama qui est là, mais je pense qu'effectivement, n'importe qui regardait les Spurs se disait, man, Dylan Harper, c'est ce gars-là, tu lui donnes le ballon, ça passe. Là. Puis, écoute, on a toujours senti qu'on le tenait un petit peu, puis on l'a jamais comme vraiment lâché lousse, puis on lui a dit, vas-y, puis... Écoute, Wembanyama n'a pas eu une finale particulièrement... Des erreurs mentales. J'ai été vraiment déçu de la finale de Wembanyama aussi. Mais tu sais, à la limite, ce gars-là est jeune. Bon, ça, c'est de l'expérience et tout. Mitch Johnson, pour vrai, cette série-là me fait poser de sérieuses questions sur à quel point c'est vraiment le gars à San Antonio. Tu sais, les Knicks ont eu besoin de congédier Tom Thibodeau pour aller voir Mike Brown. Je sais pas qui serait le coach idéal pour ces Spurs-là, mais... Sérieusement, je ne pense pas que cette équipe-là peut gagner un titre avec Mitch Johnson. J'ai des sérieux doutes après ce que j'ai vu dans cette finale-là. Au pire, les Spurs appelleront Mike Babcock. Non, mais en vrai, moi, un coach que j'aurais aimé, c'est Michael Malone. Mais bon, il a accepté un poste à UNC, fait que... Ouais. T'oublies ça Mais direct. en même temps, je regarde tout ça, là. Les Spurs... OK, mettons, vous êtes 2 partisans des Spurs au mois de septembre, OK? Votre équipe préférée finit 34-48 en 24-25. On vous dit, votre équipe va être deuxième seed dans l'Ouest. Va avoir 28 victoires de plus que la saison régulière. Puis vous allez en finale de la NBA. Allez-vous être heureux? Le prenez-vous? Écoute, j'ai la même réaction que pour le Canadien. Je suis très content. Saison vraiment qui surpasse mes attentes de loin. Mais j'ai quand même certaines petites choses sur la manière dont ça s'est terminé qui m'ont laissé un peu sur mon appétit. Un peu comme, j'ai pas aimé que Martin Saint-Louis fasse pas de changement. J'ai pas aimé que les ajustements que Mitch Johnson a fait, la manière dont il a géré ses matchs. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé. J'ai vraiment senti un coach qui était complètement dépassé. Puis je pense que ça paraît aussi... Complètement. Puis man, moi, je suis content, là, Mike Brown. Mike Brown, ça a tellement été un de mes coachs préférés. Personnalité incroyable, qui nous a donné des bons clips, des bons memes aussi avec le laptop, puis montre comment j'ai pas une faute. Puis se fait congédier à Sacramento après 2-3 jours après avoir montré comment son plan de match fonctionnait, un peu crissé De'Aaron Fox en dessous de l'autobus, un autre d'ailleurs qui ouais, lui aussi d'ailleurs, le premier du monde à San Antonio qui veut le mettre en dessous de l'autobus. Seigneur, deuxième demi du match numéro 4, sérieusement, tu pourrais me faire croire qu'il y avait de l'argent sur les Knicks en deuxième moitié. Mais c'est ça, bref, quand ça a été annoncé que Mike Brown s'était fait congédier à Sacramento, je suis comme, quoi? C'est celui qui a monté tout ça, là. Le jour que ce gars s'est fait congédier, le beam, hein, le rayon à Sacramento, il mourut, puis regardez-là à New York, man, de le voir. Puis ça, by the way, puis regardez Sacramento aussi. Ben oui, puis, tu sais, pensez, oui, c'était une autre époque, hein, c'était il y a 19 ans, mais... T'sais, il avait amené les Cavaliers et un LeBron James de l'âge de Félix en finale. Puis LeBron James qui disait comme quoi c'était un entraîneur un peu merdique, pour le paraphraser. Hein? Puis regarde-le aujourd'hui. Tu es en train de dire que Mike Brown serait capable de m'amener en finale? Il y a juste un moyen de savoir la réponse. Félix, ça se peut que je sois pas disponible l'année prochaine pour le podcast. Félix, t'es 6'4". Tu pourrais jouer t'es plus grand que Jalen Brunson? Écoute, si Jalen Brunson peut gagner un championnat avec Mike Brown, pourquoi pas moi? Ça me fait rire. Il y avait du monde qui disait genre, hey, si les Knicks peuvent gagner un championnat, les Wizards de Washington peuvent gagner un championnat. Peut-être. Le pire, avec Trae Young et Anthony Davis, comme le pire, c'est dites-le pas trop fort. Dites-le pas trop fort, mais les Wizards ont quand même quelque chose de... Et puis comme à chaque année, ils m'ont trouvé une moyenne foirée, mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe à Washington. Trae Young a livré une entrevue d'ailleurs cette semaine. Il disait que... Je suis tellement content de ne pas l'avoir lu. Tu fais bien. Mais non, mais ça a donné que j'ai scrollé puis je l'ai pogné. Messieurs, que direz-vous d'une petite pause et on se retrouve dans 2 petites secondes avec notre invité de la semaine, Max Truman, pour discuter tout ce qui est fameux stade olympique de Montréal et ce qui aussi intrinsèquement, là, c'est accessoirement, devrais-je dire en fait,
est aussi relié à l'avenir du CF Montréal, ou de l'Impact, comme dirait Pop, probablement. Oui, je dis encore l'Impact de Montréal. Et voilà. Donc, ce qui est aussi relié au futur du CF, puis de toutes les... Tu sais quoi? Vous savez quand même, la scène culturelle montréalaise, faut croire. Alors, restez à l'affût, on retourne dans pas très longtemps avec ça. Alright, bienvenue, en fait, de retour à ce segment qu'on avait introduit en début d'émission. Félix, Pop, on a dit qu'on allait parler, bien sûr, de sujets très importants au Québec, à Montréal plus spécifiquement, qui touchent un peu tous les sports, qui touchent le stade olympique, comme on l'appelle, entre autres. Mais bon, donc les introductions, messieurs, comme on a mentionné, nous serons avec gestionnaire, fondateur. Quel autre titre est-ce qu'on peut donner, Félix? On peut donner rédacteur, on peut donner chroniqueur, on peut toutes les nommer. Rappeur. C'est en sorte que la machine fonctionne. on est avec Max Truman qui porte un peu tous ses chapeaux, mais bien sûr aussi qu'on le connaît maintenant comme fondateur du site Dans les coulisses. Max, comment ça va? Yes, ça va bien les gars. Yeah, content d'être avec vous autres un dimanche soir. Ça sort de ma routine de anxiété du dimanche soir, série Netflix, etc. Fait que content d'être avec vous autres. Surtout que t'es comme dans une pause de plage horaire bâtard d'une game à 10h le soir de la Coupe du Monde, là. Exactement, puis de hockey, puis etc. Fait que ça fit parfait, les gars. Je sais pas si c'était voulu ou pas, mais le timing est excellent. Ok, c'est bon. ça aurait été... écoute, puis même pendant la saison de football, t'es-tu bien un gros regardeur de football en plus? Non, pas tant. Sérieusement, je le regarde du coin de l'œil, mais pas tant. On fait des choix de ce qu'on décide de suivre. Je suis le soccer, surtout le foot local, XF Montréal, le Supra, le hockey, le sport de mes enfants. À un moment donné, je regarde du coin de l'œil comme la finale de NBA. Je l'ai regardé du coin de l'œil, mais je peux pas dire que je suis un maniaque de NBA qui regarde tous les games. Fait que c'est un peu la même chose que le football. Ah, bon, écoute, parle-nous de cette Coupe du Monde. C'est quoi ton sentiment par rapport à la Coupe du Monde? C'est-tu comme un petit peu un Noël pour toi qui, justement, tu sais, t'es un bon amateur de foot à ce sens-là? C'est quoi qui t'accompagne pendant la Coupe du Monde? Ben, ce qui est écœurant, c'est que t'as du soccer tout le temps ou presque. Tu sais, t'ouvres la télé puis t'as des matchs, puis sinon, tu peux regarder des faits saillants puis des highlights, des matchs que t'as ratés. Mais cette Coupe du Monde-là est différente. Le Canada a commencé, fait match nul 1-1 contre la Bosnie. On aurait dû le gagner. C'est un match frustrant. C'est le match typique de on domine, on marque pas, on s'en fait marquer un. L'autre équipe défend en bloc bas, puis on essaye de percer, puis on a de la misère. Mais c'est fou pareil. Pensez-y, là. Il y a 15 ans, je t'aurais dit, le Canada va commencer la Coupe du Monde avec un match nul, puis on va être en crise. Vous m'auriez dit c'est impossible. Là, c'est le cas. On se permet de croire avec le Canada. Fait que non seulement c'est une Coupe du Monde, mais c'est une Coupe du Monde proche de chez nous, dans laquelle le Canada peut connaître un certain succès. Fait que c'est magnifique. Tu sais, c'est Noël un peu pour toi comme partisan de sport, mais c'est-tu aussi le hangover du temps des fêtes dans le sens que, tu sais, Montréal aurait pu être plus impliqué dans cette Coupe du Monde-là? Oui, assurément. En même temps, je suis pas sûr qu'on se serait tous payé des billets. Là. Le prix des billets n'a aucun bon sens. T'sais. Ça serait à Montréal, on traînerait alentour du stade, mais je suis pas sûr qu'on serait tous dans le stade. Mais tu sais, on a raté une belle shot là-dessus. Moi, ce qui me fait encore plus mal, puis c'est beaucoup plus petit, mais c'est les camps de base. Là. J'avais sorti l'info. La France, les Pays-Bas puis l'Angleterre voulaient s'installer à Montréal pendant la Coupe du Monde. On appelle ça un camp de base. C'est là qu'après avoir joué les matchs, rentrent entre les matchs parce qu'il y a toujours 5 jours entre les rencontres. Puis ça coûtait presque rien. C'était entre 250 000 et 600 000 que la Ville de Montréal devait simplement s'engager à fournir payer, c'est-à-dire des policiers de la sécurité, à l'hôtel, au stade, pour faire les déplacements. Puis, tu sais, c'est de l'argent qu'on réinjectait direct dans notre main-d'œuvre. C'est pas comme la FIFA qui te demande un chèque de, je sais pas, 50 millions. Non, non, c'était 250 000 à 600 000 qu'on gardait investis au Québec dans des travailleurs québécois. C'était simple. Et la Ville de Montréal, l'ancienne administration, a regardé le courriel, pas juste envoyé trop cher avec 2-3 emojis. Il n'y a jamais eu de méga conversation. Ça a été sec, net, précis. C'était un non. Je trouve ça m'a gossé plus, je pense, que la Coupe du Monde comme telle, parce que c'est tellement deux sphères différentes que je trouve que le camp de base, c'est un no-brainer, là. Mais on l'a pas eu. Une espèce d'occasion manquée. Hein? Tu sais, je pense que les gens sont soulevés à voir finalement qu'est-ce que Montréal aurait eu comme match, mais camp de base, je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait apprécié l'avoir. Écoute, Max, bien sûr, avec dans les coulisses et notre cher Félix ici, l'actualité, bien sûr, du hockey du Canadien de Montréal. Vous connaissez ça. Est-ce que t'es encore, on parlait d'une espèce de hangover de la saison. As-tu fait ton deuil de la saison?
sais, là, je sais pas comment dire ça, là, ça peut mal sortir, mais tu sais, mettons, t'as ton grand-père qui est en fin de vie, puis c'est long, puis il y a une agonie, puis tu sais, t'as le temps de faire ton deuil avant que la personne meure. Là. J'ai l'impression que c'était ça avec le Canadien, la dernière série contre les Hurricanes. C'était comme une agonie. Là. On regardait les 4 dernières games. On savait qu'on n'allait pas passer au travail. On savait qu'on n'était pas de calibre, qu'on manquait d'énergie. Fait que je te dirais que le deuil, je l'ai fait dans ces 7-8 jours-là. J'espère juste que cet été-là va être intéressant pour le Canadien parce qu'on a vu ce qui manque. Il manque des trucs. On est excellent. On est plein de talent. C'est beau pour l'avenir. J'ai confiance en l'avenir. Mais il manque des trucs importants. Du grit, un défenseur droitier pour jouer avec Lane Hudson, un deuxième centre, puis au moins un ailier ou deux capable de frapper puis de marquer des buts. Fait que, c'est beaucoup. La liste est quand même grande, mais la base est là, le noyau est là. C'est juste que cet été-là qui commence bientôt, n'a pas commencé encore, super important. Puis ça tombe bien parce que tu parles de l'été. Écoute, j'en profite, je te mets un peu sur le spot comme ça. Je sais que des fois tu parles à des gens, d'un coup que ça t'aide à prendre des petites prédictions comme ça. Là. Mettons que je te demande, là, d'ici la fin de l'été du Canadien, d'ici la fin de l'été, le Canadien va avoir fait ces 3 choses-là. Quelles sont les 3 choses selon toi que le Canadien va avoir fait d'ici la fin de l'été? Défenseur droitier, c'est sûr. On est passé près d'en transiger 2. Pas 2, mais 2 transactions qu'on avait faites une ou l'autre. Ça n'a pas été fait au deadline. Je suis convaincu qu'on a un défenseur droitier avec une certaine expérience puis un certain gabarit. Puis je ne sais pas si on va mettre Dobson avec Hudson ou si ce nouveau défenseur-là va jouer avec Lane Hudson. Mais ça n'a pas de sens que Lane Hudson ne joue pas de son bord avec Jayden Struble quand Jayden Struble réintègre l'alignement. Il y a un trou énorme. Fait que celui-là, on va le régler. Deuxième centre, j'espère, mais j'ai des doutes. Mais j'espère, on n'a pas le choix. On a besoin, je pense pas que c'est de mettre Demidov au centre qui est une solution, même si on n'aura peut-être pas le choix ou Slavkovski. J'aime pas ces solutions-là. Là. Allons chercher un deuxième centre, mais je suis pas convaincu. On va aller chercher du muscle. Si on va pas chercher de muscle, ça fait 2 séries qu'on est sorti parce qu'on manque de muscle. Fait que moi, je te dirais défenseur droitier, du muscle. Et le 3e, j'irais... Je pense qu'on va aller chercher un gardien d'expérience. Ça a passé proche qu'on aille en chercher un. À la date limite des transactions, on n'était pas convaincus de Dobèche et Fowler ensemble. Montembeault, c'est terminé. Fait que le 3e, je te dirais gardien d'expérience. Est-ce que Samuel Montembeault pourrait être dans cette transaction-là pour amener ce gardien d'expérience-là? Oui. Sinon, il va aller contre quelqu'un d'autre, mais je ne vois aucun scénario où Montembeault reste. Là. C'est sorti dans les derniers jours. Ah, mais il devrait évaluer le Canadien. Garder Montembeault, c'est terminé. Samuel Montembeault, ça a été une super belle histoire, mais il s'est passé quelque chose l'année passée et on ne peut pas revenir en arrière. Là. Mon père disait, dentifrice est sorti du tube. Là. Samuel Montembeault, c'est comme ça. Là. On ne peut pas rentrer le dentifrice dans le tube. Mais je ne sais pas si c'est dans cette transaction-là, mais c'est terminé, Montembeault. OK. Intéressant. T'as-tu... Puis écoute, encore une fois, là, juste un nom. Dans les trois trucs que tu m'as dit, tu juste un nom, une prédiction. Écoute, ça sera pas chic, là. Tu feras pas le tour des réseaux sociaux avec ça, là, mais je vais aller avec ma prédiction. Anthony Stollars va venir gardien vétéran pour être le backup de Jakub Dobèche, puis Jacob Fowler va commencer l'année à Laval. C'est une prédiction risquée. Elle n'est pas super sexy, mais c'est la mienne, elle brûle pour point de même. Là. Ben, écoute, niveau performance, ce goaler-là, Anthony Stollars, si il reste loin de l'infirmerie, c'est legit un gardien numéro 2. Peut-être le meilleur gardien numéro 2 que tu peux pas avoir dans la Ligue nationale. Là. Ouais, puis qui connaît des marchés chauds comme Toronto, tu sais, Montréal, c'est un marché hockey, tu sais, où les médias sont omniprésents, etc. Fait que c'est ma prédiction. Tu sais, je sais pas ce que ça pourrait coûter, je sais pas à quel point ça va arriver, mais écoute, une prédiction, c'est ça, là. On se mouille puis on regarde ça. Ben, est-ce que on s'amuse. Ouais, est-ce que Toronto pourrait package le premier choix au total aussi dans cette transaction-là s'ils nous donnent Anthony Stollars? Ouais, c'est ça. On leur donne un choix de 2, là, puis on fait un swap de choix contre un au total. Voilà, c'est fait. C'est même ça fonctionne. C'est du gagnant-gagnant. Ben justement, écoute, ça c'est une des prédictions. On parle du deuxième joueur de centre. Où est-ce que tu tranches dans le fameux débat, à savoir si tu utilises les belles banques de choix, soit dit en passant, pour aller améliorer cette fameuse position de deuxième centre. Tu te places comment là-dedans? Ben, si tu veux un vrai deuxième centre qui peut challenger même Nick Suzuki pour être un premier, ça va te coûter un choix de premier tour puis un excellent espoir. Fait que tu n'as pas le choix de la jouer. Moi, je pense qu'il y a... Puis là, c'est ce que je comprends quand je parle avec des gens puis quand on échange, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui a cassé avec Michael Age. Puis je pense que Michael Age pourrait être le gars sacrifié. Tout le monde va dire, c'est pas grave, là, il retourne à l'université faire une 3e année. Les bons joueurs font pas ça.
Michael H. retourne faire une 3e année à l'université. Pourquoi? Parce que oui, il y a une nouvelle règle, puis ça lui donne une couple de centaines de milliers de dollars US à jouer dans du niveau universitaire avec ses chums sur un campus, puis à chiller, puis avoir moins de pression. Mais ça arrive pas. Les gars qui se rendent à 3 ans, souvent, sont échangés ou se rendent à 4 puis deviennent joueurs autonomes. Fait que je te dirais peut-être Age sacrifié. Zarovski est à Montréal. On l'a vu patiner un petit peu jeudi et vendredi, mais demain, il devrait patiner avec Demidov. Fait qu'on va essayer de voir à quel point il est bon. Il me semble frêle, il me semble pas prêt, mais j'ai l'impression qu'un compatriote pour Demidov avec autant de talent, ça pourrait être le fun. Donc, écoute, si on peut aller chercher un Nico Hischier puis que ça nous coûte Michael H. puis un choix de 1, ben, bye Michael, même si je t'aime bien, je t'ai bien aimé, j'ai bien rêvé à toi, mais Nico Hischier, ça coûte cher. C'est Félix qui le dit si souvent, c'est lui-même qui va aller le reconduire à l'aéroport là, s'il faut. Là. Avec plaisir. Je l'aime, Michael H, mais si Nico Hischier s'en vient, là, je fais le lift à l'aéroport à Michael H. Qu'est-ce que tu mets comme musique dans le char? Ah, n'importe quoi. Je suis pas Ce qu'il difficile. veut. Ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, Nico? C'est même Michael H qui va choisir la musique dans le char. Ah, ouais. n'importe qui. Puis peu importe l'aéroport, hein, il veut Burlington, Plattsburgh, Hey, Ottawa, pour Québec. vrai, là, je vais faire le détour. Il Mange veut ça- Saint-Hubert. Oui, Saint-Hubert. Voilà, Saint-Hubert. All right. Hey, écoute, Max, on est là aussi pour parler un gros dossier soccer. Quand même, là. Chaque jour sur ton réseau social X, tu nous donnes, semble-t-il, là, depuis le début juin, des nouvelles mises à jour concernant, en une première partie, le stade olympique de Montréal, mais ça devient également un enjeu du stade Saputo, qui devient également un enjeu du CF Montréal. Je veux dire, pour quand même mettre les bases, parce que c'est quand même plusieurs étapes à décortiquer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Au niveau du stade olympique, c'est simple. C'est simple, mais c'est compliqué. Là, mais le gouvernement fait 2 budgets de 5 ans. Donc, c'est 2 budgets quinquennaux. Là, on avait des plans quinquennaux avec Bob Gainé et Pierre Gauthier. Là, mais le gouvernement gère avec 2 budgets quinquennaux. Donc, ça devient sur 10 ans. OK? Puis quand on budgète quelque chose, il y a une année qui quitte, on peut rajouter de l'argent dans 10 ans. C'est comme on joue avec le temps. OK? Puis... le toit du stade, à un moment donné, il est arrivé quelque chose il y avait une urgence d'agir. Il fallait absolument agir. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de débat de public. Tu sais, à un moment donné, on s'est levé un matin, boum! On met 870 millions sur le toit, puis on s'est dit, mais pourquoi on n'en a pas parlé comme société? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on n'aurait pas dû démolir le stade, etc.? C'est parce qu'il y a des firmes d'ingénierie qui ont vu des trucs urgents. On devait agir tout de suite, sinon on fermait tout ça. C'était très, très, très compliqué. Donc, on a mis ce 870 millions et ça va être prêt en 2028. Ça, c'est déjà fait. Ça n'a pas été débattu, mais c'est déjà fait, c'est déjà budgété. Le problème, c'est que là, on est en train de faire le toit, l'anneau technique, le son, l'acoustique et l'éclairage, et en parallèle, une centaine de millions pour le funiculaire à côté qui va s'appeler la tour du stade. Donc, on est à 1 milliard de dollars, mais on n'a rien fait sur le plancher des vaches, c'est-à-dire que la surface, ça devrait être du soccer et football, mais on ne l'a pas encore déterminé à 100% et on ne sait pas quelle sera cette surface-là. Les gradins 100 ont été retirés au complet pour pouvoir faire le chantier parce qu'on avait besoin de tout l'espace au sol. Et là, si on réouvre en 2028, pour l'instant, il n'y a pas de gradin 100. Fait que, on était déjà loin du jeu. Si on enlève tous les gradins de la section 100, on va être encore plus loin du jeu. Ça n'a pas de sens. Les concessions, les couloirs, on veut que quand on marche dans les couloirs, ce soit comme à Toronto. C'est-à-dire qu'on voit le terrain quand même quand on va chercher une crème glacée ou une poutine. Ça n'aura pas été fait. Les vestiaires sont plus au goût du jour. Les toilettes ne sont pas adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Bref, il y a beaucoup de choses à dépenser. Et ça, pour l'instant, c'est budgété en 2030 ou 2032. Et en ce moment, le gouvernement est en train de réouvrir la possibilité de l'amener en 2027-2028 pour qu'au moins, il y ait certaines de ces choses-là qui soient prêtes quand on réouvre le stade. Et je te dis, il y a 1 mois et demi, quand je parlais à des gens au gouvernement, on me disait non, on fait pas ça. Tu sais, comme la pression publique ou populaire qu'il y a depuis 3 semaines, 4 semaines, a fait réfléchir le gouvernement. Et si tout va bien, ce qu'on me dit, c'est qu'on pourrait annoncer une autre phase quelque part au mois de juillet cet été. Là. OK, super intéressant. Puis écoute, là, dans le fond, de la façon que tu en parles, c'est qu'on a une configuration soccer-football. Pour ceux qui espèrent une configuration style baseball dans un éventuel retour des Expos, parce qu'on se souvient, c'est Caroline Proulx qui avait dit ça, il y a eu une possibilité quand le stade des Rays avait été démoli par c'est un ouragan, je crois, à ce moment-là. Il y avait une possibilité que les matchs se jouent à Montréal, ça s'était joué à pas grand-chose. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel un nouveau stade olympique aurait une configuration baseball? C'est vrai que c'est passé près. By the way, on m'a raconté l'histoire avec les Rays. Là, c'est vraiment passé près qu'on les héberge de façon temporaire pendant 1 an. On n'avait pas les Rays, on les accueillait pas définitivement, mais on les avait de façon temporaire. Mais une fois qu'ils sont là, si ça allait bien, on ne sait jamais ce qui aurait pu arriver. Mais oui, c'est passé près.
Ce qu'on me dit pour l'instant, puis j'ai reçu le document, là, je les ai publiés, c'est qu'il y a 4 configurations. C'est des configurations spectacle, soccer, CFL et NFL. Et la CFL-NFL se ressemble beaucoup parce qu'avec les changements de règlement pour la CFL, on est quasiment un terrain NFL, donc ça va se ressembler beaucoup. C'est les 4 seules configurations qu'il y a présentement dans les plans d'ingénierie puis de construction au stade olympique. Est-ce qu'on pourrait, out of nowhere, je ne le sais pas, je te donne un exemple, tomber dans un partenariat avec les Bromfmint, les Bromfmint mettent 150 millions, puis finalement, les gradins, on les fait de façon à bouger. Peut-être, mais j'y crois pas du tout. Puis si personne d'autre jump in dans le projet, puis le gouvernement reste la seule entité avec les mains sur le volant, il n'y aura pas de baseball dans la configuration Stade olympique. Je pense que pour le retour du baseball, ça devra passer ailleurs. Et ce qui est spécial, c'est que tu vas entendre des vieilles entrevues d'il y a 2 ans. On nous parlait d'une possibilité de configuration baseball dans le stade. Moi, j'ai passé à travers tous les documents. Il n'y a rien de baseball. J'ai posé des questions. On m'a dit, il n'y a jamais été question de baseball. Je dis, OK, mais vous n'aviez parlé ouvertement dans certaines entrevues. Oui, mais depuis qu'il y a un projet sérieux, là, depuis qu'on a des ingénieurs avec les plans, etc., il n'y a jamais été question du baseball. C'est ce qu'on m'a dit. Puis là, pour le CF Montréal, qu'est-ce que ça veut dire tout ça un peu? Est-ce que, tu sais, on parle que depuis des années que Stade Saputo ne répond quasiment plus aux critères de la NFL version 2026. On parle peut-être d'un... Plus la MLS. J'ai Ça dit quoi? correspond plus à beaucoup de critères, point. Ouais, c'est ça. À beaucoup de critères points. Mais bref, qu'est-ce que ça veut dire pour le CF Montréal en tant que tel pour, mettons, les 5 prochaines années, là, mettons, là? Écoute, on se rendra peut-être pas là. Je veux Si pas on être s'en alarmiste, là. Exact. Tu sais, le CF Montréal perd beaucoup d'argent chaque année. Puis, il y a une règle du 80-20, c'est-à-dire que 20% de tes spectateurs te donnent à peu près 80% de tes revenus. On appelle ça des loges, des billets premium, des VIP. Tu sais, les sièges qui sont chers. Tu vas voir, le LAFC, il y a un salon, mon gars, c'est du luxe. Tu as plein d'influenceurs de la région. Il y a un gars que sa job, c'est d'amener des gens populaires dans cette section-là. Là. Tu sais, si tu en parles à Marc Dos Santos, qui est le coach là-bas, tu sais, il va faire un tour dans cette section-là, mais il dit, ça respecte pas le foot. Là. Tu sais, c'est pas des gens de soccer. Tu sais, on crée un événement, puis les gens veulent être là, veulent se prendre sur Instagram, etc. Ces places-là, on les a pas au Stade Saputo. On n'en a que très peu. Puis le nerf de la guerre, il est là parce qu'on perd de l'argent, on est en dollars canadiens. Vancouver est en difficulté. Le Canada est souvent en difficulté dans des ligues américaines. Donc, ça passe par le premium, le VIP. Et même si on annonce des rénovations, parce que pour l'instant, là, le CF Montréal l'a dit, son plan, c'est de jouer au Stade olympique. Il ne serait plus question qu'on joue au Stade Saputo. Et s'il n'y a pas les rénaux qu'on a besoin au Stade olympique, bien, ils l'ont pas dit. Ils l'ont dit à mots couverts, ils l'ont pas dit à mots clairs, là, mais on va regarder d'autres options. Puis d'autres options, ça veut dire déménager ou vendre à quelqu'un qui va déménager parce que des acheteurs au Québec, il n'y en aura pas beaucoup. Bref, les sections VIP, le premium, toutes ces patentes-là, là, s'il y en a dans les rénaux au stade, je pense qu'on est correct pour 5, 10, 20 ans avec le CF Montréal à Montréal. Je pense même que ça va être le fun. Et on va avoir un produit premium. Je pense qu'on va avoir plus d'investissements sur le terrain, etc. De l'autre bord, s'il n'y en a pas de place VIP, bien, on va juste dépenser de l'argent pour quand même perdre ce club-là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Fait que, tu sais, il y a 2-3 semaines, j'ai dit à mon chum Nilton, qui couvre le club aussi, j'ai dit « Hey, l'avenir du club est en lien avec le Stade olympique. » Il m'a dit « Voyons donc, Max, voyons donc. » Et ça a été le cas. Don Garber l'a confirmé. On a compris ça. Je te dis aujourd'hui, l'avenir du club est en lien avec les loges, les premiums puis les VIP. Puis il faut vraiment falloir voir c'est quoi qu'il y aura dans le plan du gouvernement cet été quand on annoncera, selon ce qu'on me dit, des rénovations intérieures. Puis encore là, faut-il les remplir, ces sections-là? Oui, mais oui, tu as 100% raison, mais c'est là que c'est le fun. C'est qu'il y a tellement de compagnies qui vont acheter ça. Puis il y a tellement de gens qui veulent, tu sais, comme flasher, mais dans le bon sens du terme. Ces places-là, la semaine, au Stade Saputo, on n'en a pas énormément, mais elles sont toujours toutes vendues. Même si on regarde à la télé, puis là, hey, ça a de l'air vide dans le Stade Saputo, ces places-là sont pleines. Il y a des compagnies qui sont partenaires. Tu sais, le Québec King qui est quand même derrière. Donc, ces places-là, comme je te dis, c'est 20% des places qui rapportent 80% des revenus. Fait qu'après ça, c'est pas grave. C'est moins grave si tu as des sièges vacants. Ces places-là te ramènent énormément d'argent. Et c'est peut-être la seule façon qu'on peut sauver une concession de la MLS à Montréal. Parce que la MLS est rendue ailleurs. Là. Les stades sont ailleurs, les investissements sont ailleurs, les joueurs sont ailleurs, les coachs sont ailleurs. La Ligue a pris un méga boom. C'est peut-être la seule façon qu'on suive, nous autres, à Montréal. Puis surtout, en plus, hein, on a annoncé que l'horaire va changer. Alors, du soccer hivernal à Montréal, il n'y en est pas question. Hein.
Ben, c'est que notre stade a été construit comme un stade extérieur. Fait que on peut pas vraiment le rénover en stade intérieur. Tu sais, la tuyauterie est pas faite, le gazon est pas fait, les sièges, c'est pas. Je veux dire, la structure est pas faite pour qu'on s'y promène l'hiver. Tu sais, la neige, comment elle s'écoulerait, tu sais, dans les coursives, etc. C'est pas juste, on peut faire des rénovations. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut le refaire au complet. Tu sais, puis refaire un stade Saputo, c'est cher, c'est compliqué, c'est un bail amphithéotique. Tu n'es pas sur ton terrain. Le terrain appartient au parc olympique ou à la ville. Tu sais, as plusieurs entités, donc c'est toujours compliqué. Tandis qu'à côté, on a un stade olympique qu'on est en train de rénover qui va être au niveau international. On veut qu'il soit splendide. Et surtout, le parc olympique veut des locataires là-dedans. On ne veut pas rénover un stade à 1 milliard avec la tour, le toit, rajoute 5, 6, 700 millions après ça à l'intérieur. On est à 1,6, 1,7 milliard, puis il n'y a personne dedans. Fait que le Parc olympique aimerait danser avec le CF Montréal. Le CF Montréal est là, regarde, ben, nous autres aussi, on aimerait ça danser avec vous. Mais je pense que les deux parties doivent s'entendre pour bien danser. S'il y en a un qui danse le cha-cha, puis l'autre fait de la danse pop, ça ne marchera pas bien. Fait que faut vraiment qu'on arrime nos besoins, puis qu'est-ce qu'on est capable de livrer des deux côtés. Écoute, tu as parlé des autres configurations, puis je vais t'amener vite sur ces deux-là. Ouais. Premièrement, la NFL, CFL, bon, c'est deux trucs, mais on va les combiner en une pour le bien de la cause. Évidemment, la LCF, c'est facile de penser aux Alouettes et tout dans des matchs comme ça, mais la NFL, est-ce qu'il y a réellement un intérêt? On sait que la NFL a beaucoup d'intérêt pour des matchs internationaux depuis quelques années, puis est-ce qu'on a des raisons de croire en ce moment que la NFL pourrait s'intéresser à un match à Montréal? Un match aux 5 ans. OK. Je pense pas qu'on peut espérer plus que ça. Je pense pas que la NFL a besoin de plus que ça. La NFL aimerait ça disputer un match au Canada une fois de temps en temps, mais mettons une fois de temps en temps à Toronto, une fois de temps en temps à Montréal, une fois de temps en temps en Colombie-Britannique, puis ils ne viendront pas au Canada toutes les années non plus. Fait que c'est peut-être un match aux 5 ans, mais ça serait tout un événement. La NFL débarque à Montréal, on tripe solide. Là. C'est juste qu'on ne peut pas espérer voir une équipe s'installer ou avoir des matchs à toutes les années. C'est pas ça le plan pour l'instant. Vas-y, Félix. Écoute, vite, tu parlais de l'autre configuration qui est la configuration concert-spectacle. Ouais. On en a parlé beaucoup dans les... C'est drôle, c'est pendant la tournée de Taylor Swift en tant que Swiftie. Là. On en a parlé comme quoi, c'est le fait qu'on n'avait pas vraiment de grosses installations pour ces grosses tournées-là mondiales, ça a été un problème. Les grosses tournées des gros artistes. Est-ce qu'un stade olympique rénové permettrait justement d'attirer ces gros noms-là, des Taylor Swift ou des autres noms plus connus, des grosses tournées, des tournées de stade qu'on parle, on parle beaucoup de tournées d'aréna, ici on a le Centre Bell pour ça, mais des tournées de stade. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait accueillir ici? C'est l'objectif. Moi, dans les plans que j'ai regardés, on diminue de 4 fois le reverb, l'écho, le son qui rebondit. Si on est capable de faire ça, qu'on a rénové les gradins, qu'on a des nouveaux sièges, etc., il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas dans la game des gros événements internationaux. La question, c'est correct sur papier, mais moi, je suis allé dans le stade depuis que je suis petit, je vais avoir 45 ans, puis j'ai grandi à côté du stade, puis je veux dire, j'ai jamais bien entendu. Là. J'allais voir du baseball, puis il y avait de l'écho, j'allais voir un show de musique, on n'entendait rien. Fait que, tu sais, je le crois, sur papier, c'est beau, mais il va falloir faire le test du réel. Si on est capable de mettre un groupe de musique là-dedans puis que l'écho est la même qu'à Toronto, on va avoir les mêmes spectacles, ou en tout cas même peut-être plus de spectacles qu'à Toronto. C'est ça l'objectif. On regardera si les bottines vont suivre les babines. Ouais, c'est ça. Exact. Puis juste pour clarifier, le son est déjà inclus dans les rénaux qui sont faits avec le toit. C'est pas des rénaux en plus. Non, exact. C'est son, acoustique, anneau technique, toiture... et éclairage en ce moment dans le 870 millions, puis 100 quelques millions pour la tour. Ça, c'est déjà passé. Là. C'est 1 milliard qui est déjà commencé. Ma question va être en deux parties. Premièrement, on parlait des Whitecaps de Vancouver, tu sais, qu'eux autres aussi sont dans des grosses rumeurs de même beaucoup plus avancées que le CF Montréal pour quitter la MLS éventuellement, là, même c'est peut-être dans les prochaines semaines. Est-ce que la MLS s'est rendue trop gros pour le Canada? Est-ce que le sport professionnel américain est rendu trop gros pour le Canada? Je pense que la question est là. Puis, tu sais, on est capable de survivre avec la NHL, mais dans certains, tu sais, Toronto, Montréal, qui sont des clubs originaux, tu sais, des méga marchés qui vibrent au rythme du hockey. Mais tu sais, même Winnipeg a de la misère, Ottawa a de la misère. Tu sais, Edmonton, Calgary, quand ils ont des bonnes équipes, ça va. Tu sais, comme Edmonton, ça va bien avec Connor McDavid, mais s'ils perdent McDavid puis Draisaitl, ça va être dur. Calgary, c'est très difficile en ce moment. Vancouver, ça va, mais tu sais, c'est toujours compliqué. Le Canada, c'est un pays différent. Premièrement, la monnaie, le dollar canadien est très faible. La façon qu'on fonctionne ici aussi, c'est un pays où on prend plus d'impôts en général, sauf l'Alberta, mais tu sais, en général, on prend plus d'impôts dans la poche
poche des contribuables, ce qui exige que pour le sport professionnel, le gouvernement s'en mêle plus. Parce que si le gouvernement s'en mêle pas plus, puis qu'on a enlevé de l'argent des entreprises puis des gens, ben, il y a une inéquation totale quand on jumelle ça avec le dollar canadien qui est faible. Donc, c'est difficile. On n'est pas capable d'avoir une équipe de la NBA à part à Toronto. On n'est pas capable d'avoir une équipe de la MLB à part à Toronto. La MLS, on a Toronto, Vancouver, Montréal. Vancouver, ça branle, là. C'est chambranlant, chambranlant, chambranlant. Donc, c'est un défi de vivre dans une ligue américaine avec des équipes canadiennes. La deuxième partie de ma question était si la configuration spectacle va de l'avant, est-ce que c'est l'Assemblée qui ouvre le stade olympique de Pointe-de-L'Est? Hey, j'ai déjà joué au stade, mais il y avait des... c'était quoi? C'était un show de char monté. Là. Je me souviens pas c'était quoi le nom. Là. C'est genre le 20 ans. Puis il y avait un kiosque dans le fond, puis on avait joué une journée là. Il y avait peut-être 400 personnes au kiosque. Là. Puis il y avait du monde qui se promenait partout. C'était un genre de congrès dans le stade là pour tous les fanatiques de char monté. Mais ça a été une drôle d'ambiance. Mais je t'ai dit... J'entendais pas bien, là. C'était pas comme si le son passait bien, là. Même dans un petit endroit, là, qui tu disais, un petit endroit de congrès, là. Oh, non, mais on était dans un bout sur le sol. Mais tu sais, t'as besoin, en musique, t'as besoin, même dans un studio, n'importe quoi, quand tu parles, le son te rebondit vers toi. Tu sais, ça fait partie de la game. Puis après ça, t'aimes ça avoir des matériaux qui rebondissent peu, mais t'as besoin de ça. Et dans le stade, ça sort, puis ça s'en va loin. Là. Puis là, ça rebondit avec le temps, puis ça revenait. Écoute, l'écho était dégueulasse. Et comment Metallica ont fait des shows là-dedans? Les autres l'ont fait. Guns N' Roses a failli le faire, là, mais tu sais, c'était pas bon. Il n'y a jamais personne qui est parti du stade en disant hey, c'était vraiment bon. Tu sais, c'était juste, c'est un événement, tu veux être dans cet événement-là. Ouais, tu t'en rappelles pas. Ou tu peux juste dire j'étais là. Tu sais, tu comprends? Ouais. Mais le son, c'est pas top, là. Ça rend pas justice au spectacle. Mais tu sais, on m'a dit, j'ai lu le document, puis j'ai challengé, puis on m'a dit, ils vont à 4 fois moins, c'est énorme. On va être dans les paramètres internationaux demandés par les grandes tournées, etc. Donc, on verra. Peut-être que ça va vraiment nous impressionner. Je l'espère, en tout cas. Puis écoute, il y a un élément aussi qui a beaucoup fait jaser, c'est surtout pour le financement de ces rénaux-là. Ouais. On sait que déjà, surtout dans une année électorale comme ça, c'est des investissements qui sont plus difficiles à faire. Mais là, ce que tu as sorti cette semaine, puis je vais t'entendre un peu là-dessus, il y aurait une solution qui ferait un peu passer la facture pour aux contribuables ici, qui permettrait un peu de financer ces rénovations-là. Oui, exact. On a une taxe d'hébergement au Québec qui est de 3,5 %. C'est-à-dire que n'importe qui loue une nuitée dans un hôtel paye un 3,5 % de plus qui est ensuite remis à l'organisme de tourisme de la région. C'est-à-dire que si tu loues une chambre d'hôtel à Montréal, au Vieux-Port, par exemple, tu as 3,5 % de la facture qui est ajoutée à la fin puis qui est donnée à Tourisme Montréal. Comme un peu la taxe cigarette quand on a eu le stade olympique au début du stade olympique, finalement. Là. Un peu dans le même genre, mais avec une genre de fermeture géographique. C'est-à-dire qu'à Montréal, on va encourager Tourisme Montréal. À Gaspé, on va encourager le tourisme là-bas. T'sais. Elle existe déjà, cette taxe-là. Elle est là. Je ne sais pas si les Airbnb la payent ou pas. Ça, c'est une bonne question. Là, mais en tout cas, les hôtels la payent. Et au gouvernement, on n'est pas encore d'accord à 100%, mais c'est une idée qu'on étudie à l'intérieur. J'ai plusieurs personnes qui me l'ont confirmé. On aimerait la faire passer jusqu'à 5, 5,5 ou 6%. Puis l'extra, on pourrait la mettre pour financer les rénovations au stade olympique. Puis là, j'ai dit, moi, faites juste me comparer avec ailleurs. Parce que si vous me rajoutez... Moi, je suis un centre-droite économique, fait que pas trop de taxes. Je suis conscient qu'on est dans une collectivité puis qu'il faut qu'on mette tout de l'eau au moulin puis qu'on est collectif, ça, je le comprends. Mais trop de taxes, moi, ça me rebute. Et quand on m'a donné les comparaisons avec ailleurs, j'ai fait « OK, c'est pas une si mauvaise idée ». À Toronto, c'est 8,5 % en ce moment. Vancouver, 5,5 %. New York, 14,75 %. San Diego, 12,75 %. Amsterdam, 12,5 %. Et à peu près partout dans le monde, c'est toujours plus élevé que le 3,5 qu'on a en ce moment au Québec. Oui, on a une TVQ par-dessus ça, je suis d'accord, mais je pense qu'on est capable de l'augmenter de 1,5 %, 2 % et d'essayer de financer ce stade olympique-là. Parce que si on ne le finance pas, pensez-y, là, le stade, on fait tout écœurant, le son, l'éclairage, le toit, la tour, on peut sortir, on a une terrasse comme à New York, un point de vue, on regarde partout, mais le stade comme tel, il n'y aurait rien qu'on pourrait faire là-dedans. Là. Je veux dire, les concessions, c'est passé date, les vestiaires, c'est passé date, les toilettes, c'est passé date, la surface de jeu, les gradins, les sièges, les loges, etc. Donc, tu sais, il faut rénover l'intérieur, à mon avis. S'il y avait eu un débat avant, je ne sais pas si j'aurais été
je pense même que j'aurais été contre d'investir dans le stade olympique. Mais maintenant qu'on a le bras dans le tordeur, on est aussi bien de finir la job. Puis je me promenais sur Pierre de Coubertin puis sur P9. On a refait ça tout en beauté. C'est alentour du stade, l'esplanade du parc olympique. On veut faire un hôtel où il y a le Star City en ce moment. Tu sais, on crée tout un quartier. Chris, on peut pas faire un quartier alentour de rien. Il faut faire l'intérieur du stade, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Là. Et surtout qu'il accueille beaucoup d'événements quand même. Là, je veux dire, bon, il y a quelques années, il y avait le festival de musique Métro. Bon, là, ça n'existe plus, là. Mais, tu sais, je pense qu'il y avait des X Games. Souvent, l'été, là, il y a des gens avec des stands de bouffe. Même l'hiver, je pense qu'il y a d'autres compétitions. Je veux dire, y a-t-il moyen quand même d'être optimiste? Parce que je pense... Les gars, vous me direz, là, mais de notre vivant, moi, personnellement, c'est la vision la plus claire que j'ai vue pour tenter de redorer le blason du stade olympique. Absolument. Absolument. Je pense puis tu sais, on est pris avec une grosse cicatrice ou un gros stigmate de 25 ans de stade qui sert à rien. Puis, tu sais, on a perdu les expos un peu parce qu'on rénovait pas le stade olympique. Le gouvernement était pas là. Puis depuis... Il ne s'est rien passé avec le stade. Je suis allé voir le CF Montréal dans le stade. J'avais l'impression de retourner dans une autre ère, dans une autre époque. J'étais genre pas loin de Moscou là, par moment. Je veux dire, il était, pour vrai, je l'ai aimé jeune. Je ne l'aimais plus. Maintenant, je pense qu'on lui redonne de l'amour. Puis je pense être capable de l'aimer à nouveau, ce nouveau stade olympique-là. Puis, tu sais, s'il est au goût du jour, puis si on a du fun à l'intérieur, ben ça sera notre stade de niveau international. Je pense qu'il faut recommencer à rêver à Montréal. Je sais pas, on a tourné en rond pendant beaucoup d'années. Je pense que ça fait partie d'une renaissance, d'une revigorisation de la ville. Puis rendu là, on est là. On a le bras dans le tordeur, mais continuons puis finissons la job. Là. Et en plus qu'on est aux 50 ans des Jeux olympiques cet été à Montréal. Donc, pourquoi pas profiter de l'occasion. Les gars, dernier tour de table. Ça fait le tour pour moi. Un gros merci pour tes éclairages, Max. C'est toujours le fun. Un gros sujet, on sait que tu as travaillé fort là-dessus dans les dernières semaines. Parce que moi, je sais, j'ai été aux premières loges. Pour ça, je sais que ça a été un gros sujet dans les dernières semaines. Merci, un gros merci d'être venu faire un tour sur le show. Ben oui, et plug donc, là, où est-ce que les gens peuvent suivre toutes les informations et bien sûr ce dossier quand tu vas avoir des informations à partager? Écoute, les informations brèves, le nerf de la guerre, le cœur, je les diffuse tout le temps sur X, sur mon compte Maxime Trouman. J'essaie d'aller direct là, avec quelques mots, comme ça vous avez la nouvelle ou la ligne directrice de la nouvelle, puis j'en fais toujours des textes après sur danslescoulisses.com. Faut aller voir ma page de chroniqueur, rédacteur, la page de Maxime Trouman. C'est mon dossier de l'été. Je vais continuer de le fouiller, je vais continuer de parler avec des gens. Il y a des relations que j'ai menées avec des personnes que j'ai plus besoin nécessairement de courir. Des fois, c'est quelque chose qui rentre par texto ou un petit appel pour me faire un petit update. Mais oui, je vais couvrir ça tout l'été. Je couvre CF Montréal, je couvre un peu le Supra aussi. Puis on va rester NHL canadien jusqu'au début juillet. Mais le stade olympique, c'est très, 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 très intéressant pour la suite du stade, pour la suite des Alouettes, pour la suite du CF Montréal, puis pour la suite de Montréal sur la scène internationale. On va conclure sur une question simple pour finir. Ouais. Tes prédictions pour la Coupe du Monde? Hey, écoute, je vais y aller avec l'Angleterre parce qu'ils mordent la poussière tout le temps. J'ai des racines anglaises, puis j'aimerais ça. Puis ma fille ne suit pas tant le soccer, mais elle aime ça prendre pour l'Angleterre. Puis c'est une équipe qui me fait peur. C'est une équipe que j'ai appris à aimer puis à détester. Mais je vais y aller avec l'Angleterre. Mais le plaisir que j'ai eu à regarder Haïti hier soir, c'est hallucinant. Tu sais, la Coupe du Monde, c'est pas juste l'équipe qui va gagner. C'est le fun que tu as à regarder les matchs. Haïti aurait dû mériter au moins un point hier. La diaspora haïtienne qui décide de s'impliquer comme fan. Je veux dire, c'est le fun, le collectif là, au Stade Saputo, puis salutations à eux. Mais les Haïtiens, quand ils se donnent une mission de faire du bruit... il était venu au Stade Saputo, l'équipe féminine haïtienne, puis c'était fou raide de l'ambiance. Donc, tu sais, je vais y aller avec Angleterre, puis mon petit coup de cœur à suivre chaque match, c'est sûr que j'en raterai pas un, c'est équipe Haïti. Vous l'aurez entendu, la malédiction d'Harry Kane est finalement terminée. Il remportera son championnat international avec l'Angleterre. Ben écoute, Max, autant toi que les gens à la maison, merci énormément d'être passé par l'émission. C'était Max Trouman, ironique, PDG, je veux dire. Te considères-tu PDG parfois quand tu dis ça?
Non, Non, t'aimes non, pas, non. t'aimes pas le titre? Non, toi, tu vois, là, je suis pas très corporate standard. Correct, Non, on aime ça. ouais. Le gars dans les coulisses, comme la fille de Lucam, ça. Le gars Ouais. dans les coulisses, correct, ça. On l'a entendu ici. Encore une fois, merci beaucoup, Max, d'être passé par la triple menace. Yes, sir. Ciao, les gars.